Moteur demandé, silence. Coucou tout le monde, dans quelques instants votre nouvel épisode de Séquence, suite et fin de ce mois dédié à la collection Meurtra de France Télévisions, un épisode avec Donatien Burkhardt, le producteur, et Frédéric Goetz, le conseiller de programme, qui vont nous dévoiler tout le process de collaboration qu'ils ont eu depuis leur première rencontre jusqu'à ce tournage et bientôt la diffusion, et ça c'est juste après les petits audios de circonstance. Ce podcast vous est présenté par World Media Match, la plateforme mondiale dédiée aux professionnels du cinéma et de la télévision. Plus de 35 000 contacts vérifiés, une marketplace de concepts et des services pour booster tous vos projets. Que vous soyez producteur, diffuseur, scénariste ou distributeur, World Media Match est l'outil incontournable pour développer vos opportunités. Alors merci à eux de nous soutenir, rendez-vous sur worldmediamatch.com et connectez vos idées au monde. Ce podcast n'est pas un podcast ASMR. Bonjour à toutes et à tous, je suis David Fressineau. Et moi, c'est Maxence Pirard. Ensemble, on est scénariste et créateur d'histoires. Et justement, après des années dans ce métier, on s'est rendu compte que l'écriture reste encore un grand mystère pour beaucoup. Que vous soyez passionné de storytelling, scénariste en herbe, professionnel ou simplement curieux de savoir comment naissent les grandes histoires, il y a tellement à découvrir. L'écriture, c'est la base de tout projet, cinéma, série, documentaire, format court, et pourtant peu de gens connaissent vraiment les rouages derrière ces récits. C'est ce qu'on explore avec Séquence, notre podcast qui plonge au cœur de la création d'histoires. Tous les 15 jours, on reçoit des scénaristes, des réalisateurs, des producteurs, des créateurs pour décortiquer leur parcours, leurs méthodes et leurs astuces. Et ce n'est pas juste pour les scénaristes, tout le monde peut y trouver de l'inspiration, que vous soyez auteur, créatif ou simplement fan d'histoires bien racontées. Et si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez nous soutenir pour nous permettre de produire encore plus régulièrement. Rendez-vous sur Patreon ou Tipeee via les liens en description. Le podcast est disponible en audio sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer et sur YouTube. Alors abonnez-vous, activez la cloche, mettez-nous 5 étoiles. Et maintenant, place à l'épisode. J'ai plus de 20 scénaristes sous contrat. Henri, c'est François. Je te rappelle au sujet de notre scénario. C'est ça qu'on appelle un flashback? Nous sommes au regret de devoir vous annoncer que votre manuscrit n'a pas été retenu par notre comité de lecture. On ne peut plus se payer le luxe d'investir dans des choses aussi superflues qu'un scénario. Tu sais bien que je lis jamais les scénarios. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Quand il s'agit de faire un film, les rêves ne suffisent pas. Je crée pour vivre. Coucou à toutes et à tous, nouvel épisode dans ce mois de février spécial autour des Meurtras. Vous avez pu découvrir dans l'épisode d'il y a 15 jours le duo de scénaristes qu'on a accueilli. J'ai pendant l'émission remercié quelqu'un qui s'appelle Donatien Burkhardt, et Donatien est autour de la table aujourd'hui puisque c'est le producteur de cet épisode de Meurtre à Fontainebleau. Salut Donatien. Bonjour. Et il n'est pas venu seul, nous sommes venus avec Dieu sur Terre. Le conseiller de programme qui a chapeauté le projet depuis le début. Je me suis retourné, je ne savais pas si c'était moi ou pas. C'est toi, Frédéric. Frédéric Goetz, bienvenue. Merci beaucoup. Et toujours pour m'accompagner, fidèle, parmi les fidèles, Maxence Pirard. Salut Maxence. Avant de commencer cet entretien tous ensemble, vous remercier encore parce qu'on continue de plus en plus à faire ces petites incursions dans ce top 10% des podcasts les plus écoutés de France. Alors je le redis, je le rabâche d'épisode en épisode, mais c'est hyper important pour nous. C'est plutôt d'ailleurs très satisfaisant de se rendre compte qu'un podcast qu'on a créé au départ pour s'amuser avec Maxence... et puis partager notre expérience, et puis vous faire découvrir des gens qu'on a découverts et qu'on croise dans nos parcours ou pas, et qui sont tout aussi passionnants, vous faire partager tous ces tips. Et bien voilà, on est super content que ce petit podcast qui était confidentiel, eh bien il continue sa vie de plus en plus grande, et on espère qu'elle sera très très longue. Dans cet épisode qu'on enregistre, alors là vous nous écoutez en février, là on est quasi avant Noël, vous avez découvert l'épisode spécial où on interrogeait un druide avec Déborah Adjes et Joris Morio, et vous avez découvert l'épisode spécial où on a pitché à des producteurs. Sachez, parce que vous nous en avez parlé aussi, on espère peut-être aussi un jour pouvoir faire ce même concept avec des conseillers de programme ou directeurs de plateforme, de continuer à vous faire vivre cette aventure un peu tarée autour de cette série qui s'appelle Les Gardiens. Cette intro est toujours beaucoup trop longue et j'adore dire que je suis beaucoup trop long. Du coup, Maxence, je vais respirer et je te laisse la parole. C'est ça. Bonjour à vous deux et merci d'avoir pu rendre cet épisode et cet enregistrement possible sur lieu. Pour vous décrire un petit peu, même si David l'a fait à l'instant dans son long tunnel, Donatien, tu es donc avec Odette Studio, le producteur derrière cet épisode de Meurtre à Fontainebleau. Quant à toi, Frédéric, tu es le conseiller derrière cet épisode avec France Télé. Pour commencer, tout simplement, comment se passe le tournage? Est-ce que tout roule?
Merci pour l'accueil. Tout d'abord, on est hyper content. Moi, j'écoute votre podcast avec grand plaisir régulièrement. On est hyper content de pouvoir y participer et, à vrai dire, tout roule très bien. Je ne suis pas encore au montage, donc je ne peux pas savoir si le film sera à la qualité attendue, mais vu les images qu'on a, je pense qu'on va avoir un très bel épisode pour cette collection. Et moi, je suis ravi d'être sur le tournage aussi. C'est toujours un plaisir pour nous, les conseillers, de venir faire un petit tour sur le plateau pour voir comment ça se passe. Et puis, pareil que Donatien, les rushs qu'on a jusque-là sont très prometteurs. Donc, on a hâte de voir le montage final. Ce qui est intéressant quand vous avez accepté l'invitation, en tout cas, on a soumis l'idée avec Maxence à Donatien. Donatien a dit, je pense que ça va plaire à Frédéric. C'était d'avoir pour la première fois autour de cette table et de ces micros, du coup, et le point de vue de la chaîne et le point de vue du producteur. Moi, j'aimerais savoir comment s'est passée votre première rencontre à tous les deux autour de ce meurtre-là. Alors, le process, en fait, il est plutôt simple. C'est-à-dire que ce sont les producteurs qui viennent nous voir, enfin, qui nous envoient des synopsis de meurtre, des propositions de meurtre. Donc, ils prennent une option sur un meurtre que des auteurs leur ont proposé. Ils nous le soumettent ensuite. Et aujourd'hui, on est dans une équipe qui est pilotée évidemment par Anne Olmès et Emmanuel Garcia sur la partie fiction, et notamment aussi par Stéphane Massard, qui lui a plus la charge de tout ce qui est polars régionaux et donc des meurtres. Et on a une petite réunion mensuelle dans laquelle on lit, on est plusieurs à lire les propositions de meurtre qu'on a reçues. Et si on est plusieurs à lire, et si on est plusieurs à trouver qu'il y a vraiment quelque chose et un intérêt, et quelque chose qu'on n'a pas déjà fait, qu'on n'a pas déjà vu, dans ces cas-là, on décide d'acter le développement de ce meurtre-là. Et c'était le cas de la proposition de Donatien, écrite par Robin et Eddy, que vous avez eu donc la dernière fois, qui nous a paru tout de suite très prometteuse, avec une légende qui nous évoquait Sleepy Hollow, un peu. C'était ça qui nous a plu, en fait, et c'était ce qu'on s'était dit, parce qu'il y avait vraiment une part un peu fantastique de ce meurtre-là, notamment sur la scène d'ouverture, qui nous a tout de suite paru très visuelle et très différente de ce qu'on avait pu faire jusque-là, et c'est ça qui nous a convaincus d'entamer ensuite un développement avec Odette Studio, avec Donatien et les auteurs. Mais la toute première rencontre, c'est-à-dire quand tu briefes le producteur, toi, ce premier rendez-vous sur vraiment la mécanique de la série, ça se passe comment ? T'étais vraiment que avec Donatien, ou Donatien était déjà avec son auteur ? Alors, en fait, une fois qu'on a acté l'engagement du projet, on fait une première réunion avec le producteur et les auteurs, et dans laquelle on va reprendre un petit peu le synopsis qu'ils nous ont envoyé. On va leur dire ce qui nous a plu, ce qui nous a éventuellement un petit peu moins plu, et ce qu'on estime devoir être un peu retravaillé, avant d'enclencher du coup le vrai développement du meurtre, et d'aller généralement en séquencier, ou parfois dans une deuxième version du synopsis. Alors pour le coup, ça dépend vraiment des projets. Là, après, c'est différentes étapes. Donc soit effectivement, on est plutôt confiant sur le premier synopsis qu'on a eu, auquel cas on peut partir directement en séquencier. Si on trouve que le synopsis a par exemple un très bon point de départ, mais qu'il y a encore des petites choses un peu floues, ou qu'on trouve que les fausses pistes manquent un petit peu de force, on peut éventuellement redemander une version du synopsis, ou en tout cas une espèce de chemin de fer pour un petit peu cadrer le truc avant de pouvoir se lancer vraiment dans le séquencier. Et puis après, effectivement, on passe au séquencier. Et à chaque fois, nous, on intervient en fait à chaque étape de l'écriture en tant que conseiller de programme, et on lit toutes les versions, donc synopsis, séquencier, et puis ensuite V1 dialogué, V2 dialogué, etc., jusqu'à ce qu'on soit content du résultat tous ensemble, et qu'on ait envie qu'on se dise qu'on peut partir en prod avec ce texte-là. Et pour rebondir là-dessus, moi, il y a une petite anecdote comme quoi on a toujours peut-être un a priori qui n'est pas forcément le bon. Quand Eddy m'a envoyé le projet, on avait parlé d'un autre projet, et il se trouve que ce projet-là était le premier projet que je voulais faire avec lui. Les curseurs il y a deux choses principales dans le film. Il y a l'écologie d'une part et le genre de l'autre. Et c'était des curseurs qui étaient poussés de façon assez élevée. Et dans mon travail qu'on a fait avant de le proposer à la chaîne, j'ai demandé à Eddy de réduire légèrement ces curseurs-là pour arriver à quelque chose qui était un petit peu plus lisse, sans que ce soit... ça gardait son caractère et son côté très spécifique, mais quelque chose d'un petit peu plus lisse. Et l'un des premiers retours qu'on a eu de la part de la chaîne, c'était on aime bien la proposition de genre et on aime bien la thématique écologique, on aimerait bien les remonter un petit peu.
Donc comme quoi, moi j'ai en tant que producteur peut-être quelque chose où je diminue mon risque par a priori, et parfois c'est au contraire la chose qui va peut-être plaire aux diffuseurs, et c'est cette discussion sur laquelle on peut après rééquilibrer le projet dans la direction qui sera celle finale. Est-ce que je peux... Alors tu me dis si j'ai le droit de... Enfin, je vais le dire, puis après tu me dis si j'ai le droit de le garder. Toi, ce démarchage de Meurtra, il est un peu particulier parce qu'en général, on vient pas avec une histoire complètement déjà développée, comme tu m'en avais parlé quand on s'est rencontrés. Alors, je sais pas si tu peux parler un peu de ça. Je le dis sous l'aval de Frédéric. Quand j'ai préparé cet épisode, Eddie était venu me voir avec un projet de série franco-coréen, très bien écrit, qui avait eu le Faya, très difficile à produire, et comme il venait de l'animation, il fallait un projet un peu intermédiaire qui lui permette de montrer ce qu'il sait faire en image réelle. Donc il m'a parlé du fait qu'il était de Fontainebleau, qu'il avait une idée de Meurtra sur le thème du Grand Veneur, cette idée que j'ai trouvée très bonne et tout à fait dans les cadres de la collection. Et donc, je suis allé en parler à Stéphane Massard. Et Stéphane m'a dit « Ah, c'est dommage, on aime bien savoir en amont quelle ville va être faite parce que j'ai reçu un projet sur Fontainebleau. Je suis en train d'en lire un et je ne pourrai pas te répondre tant que je n'ai pas lu l'autre avec qui on a déjà une discussion ouverte. » Et donc, quelques semaines plus tard, il m'a dit « Bon, on n'a pas retenu l'autre projet, donc on peut lire le vôtre. » Mais effectivement, c'est un dialogue pour savoir quelle est la bonne ville à faire au bon moment. Moi, je savais que la ville n'avait pas encore été faite. J'ai pris le pari de faire quand même cette option parce que je trouvais l'histoire intéressante. Ça aurait pu passer à côté par manque d'anticipation de la problématique. Oui. Bah, c'est sûr qu'on en reçoit énormément. Hein, donc, évidemment, il y a des villes... Il reste encore des villes, en fait. Dans un pays où il y a autant de villes que la France, pour le coup, les possibilités sont quand même encore assez infinies. Et c'est ça qui est c'est la force de la collection aussi, je crois, finalement, c'est qu'on peut encore s'amuser beaucoup et qu'il y a encore plein de possibilités. Forcément, il y a des villes qui ont été... il y a des villes où on a reçu plusieurs projets sur une ville parce qu'il y a une légende intéressante, il y a des choses qui parlent à des auteurs, mais parfois on a reçu 3-4 projets sur une ville et on n'a jamais trouvé le bon projet ou celui qui nous a complètement emballé. Donc oui, il reste encore plein de possibilités. Et effectivement, en revanche, alors c'est vrai que nous, ce qu'on fait, c'est qu'en tout cas, si les producteurs veulent nous interroger sur les villes qui sont en développement ou qui sont... Voilà, évidemment, on le dit, puisqu'on va pas faire travailler des gens pour rien sur un truc qui est déjà en cours, ça n'aurait pas de sens. Après, effectivement, oui, parfois ça arrive qu'on reçoive quasiment simultanément 2 projets sur la même ville, ça nous est déjà arrivé, ça pour le coup. Voilà, ça c'est malheureusement la vie de la production. Effectivement, donc du coup, Meurtra est quand même une série qui devient de plus en plus codée au fur et à mesure des épisodes, puisqu'on en arrive presque à la 100aine bientôt. Pour aller creuser un peu plus sur ce que tu disais, en dehors des villes, est-ce qu'il y a des aspects, des thématiques, des choses dont la chaîne serait très excitée, intéressée à l'idée de développer ? Alors, en fait, la collection, on essaie surtout de la faire vivre et de la faire évoluer. C'est-à-dire que c'est vrai qu'elle a commencé, donc il y a déjà un certain temps, et elle était vraiment sur ce qu'on appelait à l'époque les légendes locales. C'était vraiment donc beaucoup des légendes parfois d'un saint qui avait pu faire un miracle, ou en tout cas d'un truc un peu terroir, un peu de folklore local, ce qui était super et ce qui a été vraiment le succès, ce qui a fait le succès de la collection au début. Mais c'est vrai que quand moi je suis arrivé avec Stéphane notamment, on s'est rendu compte surtout que les projets qu'on recevait finissaient par tourner un tout petit peu en rond parce qu'on était toujours dans du folklore et que comme les principales légendes folkloriques avaient déjà été un peu utilisées par les premières, on s'est dit on a l'impression de tourner en rond et surtout d'avoir du folklore de plus en plus niche et d'avoir des propositions. On se disait, waouh, ça quand même ça. Le monstre parapluie, voilà, c'est le yokai japonais, quoi. Voilà, et on se disait, personne ne sait ce que c'est ce truc-là et ça parle pas. Et c'est ce qui a été acté en fait il y a déjà à peu près, on va dire 5-6 ans. C'était justement d'élargir un petit peu la collection et d'élargir le sens qu'on mettait à ce mot légende, qui est devenu quelque chose d'un peu plus libre. La légende, c'est évidemment toujours les légendes un peu plus folkloriques, et d'ailleurs le Grand Veneur est quand même plutôt dans cette lignée-là, mais ça peut être aussi des choses plus contemporaines, ça peut être aussi des personnalités liées à une ville, que ce soit des personnalités historiques, des personnalités du monde littéraire, de la peinture, de la chanson même, voilà. Et c'est ça qui nous a permis en fait d'élargir un petit peu notre horizon et de pouvoir aussi
respirer et de pouvoir donner à la collection aussi un nouveau souffle, une nouvelle vie. Et c'est ce qu'on a continué encore récemment avec l'arrivée des meurtres qui sont en fait des déclinaisons plus sur l'artisanat local et sur le savoir-faire français, où on a déjà eu par exemple un meurtre en dentelle, où on a tourné justement dans les fabriques de dentelle françaises, pour mettre en valeur un peu plus l'artisanat. Donc là, il n'y a plus vraiment de légende à proprement parler, mais on se sert en tout cas d'un savoir-faire qui est très ancré dans une région et qui est vraiment très emblématique d'un endroit. Donc c'est ce qu'on essaie de faire. En tout cas, on essaie de la faire vivre et de continuer à faire d'autres choses aussi, en fait, et de pas trop s'encrouter dans quelque chose. Et c'est ce qui fait, je crois aussi, que la collection continue à fonctionner, à marcher. Et sur les codes, donc les codes malgré tout. Alors évidemment, il y a un canevas qui est toujours le même. Mais voilà, qu'on essaie quand même en tout cas de faire un petit peu évoluer au fur et à mesure pour garder nous aussi l'envie de continuer cette collection aussi. On en a discuté avec Eddy et Robin sur le fait que la collection sur l'aspect scénaristique est codifiée, mais est-ce qu'en termes de production, c'est codifié aussi ? Il y a un certain nombre de critères qui nous permettent de rentrer dans la collection, et qui sont des critères, beaucoup d'écriture évidemment, de développement, et aussi des critères de mise en valeur du terroir et du territoire. Donc effectivement, nous, quand on va aller filmer une région, il faut que la région apparaisse d'une certaine façon et que ça puisse... Il y a un côté patrimonial, faire découvrir les régions françaises à travers le code du polar, mais faire découvrir les régions françaises. Donc effectivement, nous, on est à Fontainebleau. Le film se passe beaucoup dans la forêt de Fontainebleau, mais on va aussi faire apparaître le château, les extérieurs de la ville, pour que le territoire existe. Après, dans la production elle-même, on a quand même une grande marge de liberté. Nous, on a proposé quelque chose d'assez ambitieux, avec des chevaux, des quads, quelque chose qui... Des effets spéciaux, on a entendu. Des effets spéciaux, effectivement. C'est un vrai sujet, parce que c'est quelque chose qui demande un petit peu de préparation et de mise en application technique. Mais en même temps, c'est quelque chose qui nous excite, qui est contemporain, où on utilise donc des méthodes et des moyens qui sont de plus en plus répandus et de plus en plus accessibles pour que l'épisode gagne en ampleur, en production value, comme disent les Anglais, et pour qu'on fasse l'épisode dont on soit le plus fier possible. Alors, je vais d'abord poser la question à Donatien, mais après je vais te poser exactement la même question, comme ça tu pourras potentiellement le corriger. Très bien. Je vois qu'il y a des invités qui sont mieux traités que les autres. C'est ça. Non, en fait c'est simplement, selon toi, comment bien présenter un projet à un diffuseur pour qu'il adhère immédiatement à ce projet-là ? D'une certaine façon, la recette miracle. France TV là, mais ça peut être tout projet confondu, pas forcément un meurtre. Alors, il y a deux choses pour moi. Quand on m'envoie des projets, il faut que je sois en accord avec ce qui est écrit, avec l'histoire, que ça me plaise, qu'il y ait quelque chose qui résonne pour que je puisse le défendre correctement. Et il faut que je voie un chemin. C'est-à-dire que je sache à qui je vais pouvoir m'adresser avec tel ou tel projet. Parfois, je peux avoir des projets qui sont très bien écrits. J'en parlais, le projet d'Eddy, son premier projet franco-coréen, très bien écrit, très bien développé, qui a gagné plein de prix. Je ne voyais pas de chemin d'accès pour ce projet-là. Donc, voilà, ça c'est la chose qui me paraît la plus essentielle. Et le chemin d'accès, pour moi, ça veut dire une bonne connaissance de la chaîne, de ce qu'elle a envie de diffuser, sans a priori. C'est toujours dur de savoir doser les choses pour quand même renouveler quelque chose, tout en étant réaliste par rapport à ce qui a déjà été fait auparavant. Dans le cas du Meurtra, on en parlait avec Frédéric tout à l'heure, il faut avoir vu des Meurtras, il faut s'être imprégné de la collection, pour qu'on soit quand même dans des clous. Mais quand j'ai lu le projet de Eddy, c'était le cas. Il en avait lu, il maîtrisait les codes, il y apportait quelque chose de différent qui allait permettre d'exciter et de créer un désir pour le diffuseur et pour moi, mais en même temps avec une maîtrise du canevas dans lequel on se trouve. Donc je pense que c'est un peu le mélange des deux. Proposer quelque chose qui nous est propre, qui est propre au scénariste, tout en connaissant les codes de la chaîne et du diffuseur pour pouvoir rentrer dans un clou qui est réaliste. En ce qui concerne les meurtrages, je pense que Donatien a dit tout ce qu'il fallait, c'est-à-dire que
c'est vrai que le meilleur moyen déjà de faire un bon meurtre, c'est effectivement d'en avoir vu quand même un certain nombre. Et je le dis parce que dans les projets qu'on reçoit, on sent que c'est pas toujours le cas. Donc ça arrive qu'on reçoive des projets, on se dit il faudrait quand même en avoir vu 2 ou 3, histoire de ne pas être complètement à côté. Oui, alors c'est vrai qu'en plus, alors le meurtre est un peu particulier aujourd'hui parce que c'est vrai que c'est devenu, comme c'est une collection à succès, un univers assez concurrentiel. Parce qu'évidemment, c'est la clé d'accès pour pas mal de boîtes de prod, pour des jeunes auteurs, pour plein de gens, pour démarrer et mettre un pied chez nous aussi. Ce qui fait que forcément, beaucoup de gens essayent, beaucoup de boîtes de prod, parfois même des boîtes de prod dont la fiction n'est pas forcément la spécialité, en tout cas en premier lieu. Donc oui, forcément, un projet de meurtre doit être quand même assez complet aujourd'hui quand on le reçoit. Évidemment, en sachant que, oui, bien sûr, si on développe, oui, plein de choses changeront, mais en tout cas, il faut avoir une histoire qui se tienne de bout en bout, il faut qu'on ait la résolution, il faut qu'on ait évidemment une légende qui donne envie, et il faut qu'on ait un duo d'enquêteurs qu'on n'a pas l'impression d'avoir déjà vu 15 fois. C'est un peu aujourd'hui la difficulté. Et donc, c'est-à-dire qu'en fait, le meurtre, finalement, c'est un exercice de style. Donc, il y a des codes qui existent, il y a un canevas, en fait, qui est déjà prêt. Et c'est comment des auteurs arrivent à la fois à respecter ce canevas tout en y apportant le truc qu'on n'a pas déjà fait. En gros, c'est ça, et c'est ça aujourd'hui qui peut nous séduire dans un meurtre. Et finalement, le lieu en réalité est même pas c'est pas forcément sur le lieu qu'on se décide, très honnêtement. Alors évidemment, c'est toujours mieux si déjà on sait où on est, parce que parfois on reçoit des titres de meurtre, on se dit mais c'est même pas. Mais quel est ce village de 220 habitants? Ça arrive, on se dit vraiment c'est embêtant parce qu'on sait vraiment pas où c'est. Et quand même, on est pas mal dans l'équipe, donc normalement il y en a quand même toujours un qui sait vaguement où c'est, qui dit ah mais si je connais ça. Et quand il y en a vraiment aucun qui sait, c'est qu'on se dit bon, c'est qu'il y a peut-être un petit souci de départ. Mais en revanche, en tout cas, on sait qu'on peut raconter des bonnes histoires n'importe où. Et qu'en réalité, à partir du moment où, comme Donatien l'a dit, l'idée c'est de faire découvrir une région et qu'en réalité, en France, il y aura toujours des endroits intéressants à montrer, et même dans des endroits qui sont peut-être un peu moins connus, mais il y aura toujours quelque chose d'intéressant à montrer. En revanche, la légende, tout ce qu'elle suscite de fantasmes, de visuels aussi, ça c'est sûr que c'est ça qui peut nous aider. Et effectivement, et le duo est vraiment très important. De trouver une dynamique d'un duo. Alors évidemment, pareil, au bout de 100 épisodes, on en a fait beaucoup. C'est sûr que c'est difficile d'être complètement original, mais néanmoins, quand on arrive à trouver un truc, on se dit ah tiens, ou en tout cas ça c'est au moins une variation de quelque chose qu'on a déjà fait. C'est pas tout à fait la même chose, ça reprend un truc, mais ça twiste un petit peu la dynamique du duo. Ça c'est évidemment quelque chose qui pour nous est aujourd'hui presque plus important parce que c'est là-dessus aussi que la différence se fait pour avoir l'impression de faire quelque chose d'un peu différent. Moi, j'ai envie de vous interroger. Je pense que certains de nos auditeurs et auditrices qui sont producteurs vont être intéressés. Si j'ai un peu compris, Meurtra, c'est un peu une façon de rentrer chez France Télévisions. Et c'est aussi, j'ai l'impression, une collection qui permet des primo-scénaristes, en plus des primo-producteurs, d'avoir une première collaboration avec la chaîne. Toi, Donatien, est-ce que ça t'a mis une pression là-dessus? Et Frédéric, est-ce que tu infirmeras ou confirmeras ce que je viens de dire? Une pression, tout projet est important et on a une responsabilité assez lourde. Il y a forcément beaucoup de gens qui sont impliqués, qui sont en jeu. Il y a beaucoup de gens qui travaillent et dont le travail dépend de notre capacité à apporter un projet de la bonne façon. Donc évidemment, on a toujours une grosse responsabilité. Après, une pression pour faire ses preuves, j'ai envie de dire... Le projet, moi, il me tient à cœur, forcément, et donc je vais essayer de le faire le mieux possible. Et je pense que j'ai surtout pris beaucoup de plaisir à développer cette histoire parce que, encore une fois, et ça c'est quelque chose qui est très appréciable, dans la relation de travail et de développement avec France Télévisions, c'est difficile d'arriver, on en parlait encore une fois tout à l'heure, d'arriver à lancer un développement. En revanche, chez France Télévisions, il y a quand même une qualité d'accompagnement dans le développement où on ne va pas être mis sous pression, justement, où il va y avoir plutôt une qualité de dialogue qui permet d'avancer. Ah, vous n'avez pas entendu l'épisode d'avant alors. Non, je plaisante. Parce que sinon, je vais vous mettre en PLS, pas du tout, c'était confirmé. Vous allez monter les 2 épisodes en croisée, et après, on va voir que les réponses correspondent pas du tout. Non, ça colle parfaitement. Non, mais pour te répondre, pas de pression particulière. Voilà, une exigence de qualité, et forcément, c'est un métier avec des enjeux, donc il y a quelque chose qui va avec, mais je ne l'ai pas ressenti de façon négative, en tout cas.
Alors franchement, évidemment, comme tout projet, oui, j'imagine que pour un producteur, pour des auteurs, il y a forcément la pression de faire ses preuves, oui, avec nous. Après, franchement, et là, je pense que je parle au nom, vous avez reçu d'autres personnes de France Télévisions dans votre podcast. Je pense que vraiment ce qu'on essaie de faire, nous, c'est d'accompagner les talents de la façon la plus confortable qui soit. Le but n'est pas du tout de mettre les gens sous pression. Le but, c'est de faire le meilleur film possible et de mettre les gens dans les meilleures conditions possibles. On leur dit pas soyez bons, vous jouez votre vie. C'est pas du tout l'idée, au contraire. Et en fait, justement, c'est le confort du Meurtra aussi. C'est-à-dire que le Meurtra, d'une certaine façon, c'est un exercice qui est balisé. Donc oui, il y a, c'est difficile de complètement se planter sur un Meurtra. Bien sûr, il y en a qui seront plus réussis que d'autres, il y en a, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, le canevas de base est tellement précis que de toute façon, vous savez que vous ne serez jamais complètement perdu. Et quand vous regardez un Meurtra, vous n'êtes jamais complètement paumé, puisque vous êtes toujours dans un domaine, quelque chose d'assez sécure, en fait, même en tant que téléspectateur. Voilà. Donc après, nous, évidemment, le but, comme je vous ai dit, c'est de découvrir des nouveaux producteurs. Oui, c'est ça, c'est une porte d'entrée pour les nouveaux talents. Je parlais plutôt du stress ou peut-être de la pression, parce que toi, c'est la porte d'entrée pour peut-être d'autres projets, mais effectivement, c'est dans un cadre, j'ai l'impression, bienveillant. Mais ce que je veux te dire, en fait, c'est que, évidemment, nous, ça nous sert, évidemment, à jauger un producteur, mais ça nous sert à jauger le résultat, mais ça nous sert aussi à jauger la manière de travailler. Et ça, c'est vraiment important pour nous, en fait, parce que, si vous voulez, comme je vous dis, en fait, à la fin, le résultat, il sera jamais complètement raté. Il y en aura qui seront effectivement au-dessus du lot, il y en aura qui seront peut-être un peu moins bien. Ça arrive, évidemment, et ça, c'est le lot de chaque projet. Mais surtout, ce qui sera important pour nous et pour les projets à venir, c'est surtout comment on a travaillé avec ce producteur, comment on a travaillé avec ces auteurs. Est-ce que c'est une collaboration qui s'est bien passée? Est-ce que ça a été fluide? Est-ce que ça a été agréable? C'est ça, en fait, le vrai enjeu aussi. Et de se dire, parce que l'idée, c'est si on retravaille avec eux, c'est est-ce qu'on a envie de retravailler avec eux? Est-ce que tu ne vas pas t'arracher les cheveux le soir? Mais c'est vraiment important, en fait, c'est ce qu'on a envie de leur faire. Et ça nous sert à ça aussi. C'est évidemment, oui, à la fin, il faut qu'il y ait un film et qu'il y ait un film qui soit bon. C'est l'objectif, évidemment, et c'est pour ça que je bosse. Mais c'est aussi de se dire, est-ce que c'est un interlocuteur valable, agréable, compétent, et voilà, avec qui on a une bonne relation de travail, puisque nous, on l'envisage toujours comme une vraie collaboration. C'est vraiment l'idée, c'est d'avoir un travail de collaboration depuis la première rencontre sur le synopsis jusqu'à la mise en prod, jusqu'au montage, toutes les étapes en fait qu'on rencontre. Donc, et c'est ça qui nous donne envie. Finalement, je veux dire, si on a un très bon Meurtra à la fin, mais que ça a été épouvantable de travailler avec ces gens-là, globalement, même si le film est très bon, on n'aura pas très envie de retravailler avec eux. Donc voilà, c'est ça aussi. Encore une fois, c'est pour jauger à la fois la compétence, mais aussi l'humain. Sur ce meurtre à Fontainebleau, Frédéric, est-ce que tu peux nous donner des exemples de modifications que la chaîne a pu demander? Et Donatien, est-ce que tu pourrais nous donner potentiellement les solutions que vous avez trouvées? Alors, écoutez, comme je vous l'ai dit, c'est un projet qui nous a tout de suite plu. Franchement, le meurtre à Fontainebleau, parce qu'il y avait... en fait, il y avait le talent, je pense, d'Eddie et Robin pour avoir de toute façon décrit cette première scène d'emblée du grand veneur dans la forêt, ce protecteur de la forêt de Fontainebleau, puisque c'est ça en fait l'histoire, c'est que c'est soi-disant le protecteur de la forêt de Fontainebleau qui punit les gens qui maltraitent la forêt en fait et qui font des dommages, qui causent des dommages à la forêt. Et donc tout de suite il y avait cette espèce d'ambiance un peu Sleepy Hollow sur la scène d'ouverture, avec cette espèce de cavalier un peu surgi de la forêt pour punir les gens. Donc tout de suite c'était quelque chose qui nous avait plu. Moi, j'ai trouvé très intéressant de travailler avec Eddie et Robin, et avec Eddie qui a vraiment cette espèce comme il vient de l'animation, cette envie vraiment de mettre beaucoup de choses, de raconter énormément de choses, et voilà. Et le petit défaut qu'il avait, c'est qu'il y avait beaucoup de choses, et sans doute un peu trop, et en fait, le travail qu'on a fait, c'est surtout de le ramener à un film d'1h30, parce que je pense qu'au début, il en faisait à peu près, peut-être pas le double, mais enfin, en tout cas, beaucoup, si on avait vraiment gardé tout ce qu'il voulait garder. Donc voilà, ça a été surtout des arbitrages, en fait, je trouve, sur ce film-là, et d'essayer de trouver la meilleure façon de garder toute l'originalité de ce qui nous avait plu à la base, mais que ça rentre dans un film de 90 minutes. Mais après, très honnêtement, là, j'ai l'impression que ça a été une collaboration assez facile, et que globalement le développement du texte s'est fait assez avec surtout en tout cas un travail pour moi de simplification de certaines choses qui étaient parfois avec des niveaux
Et quand je dis complexité, c'est pas qu'on veut pas des choses complexes, mais c'était peut-être parfois des choses plus difficiles à comprendre en fait et qui peut-être de temps en temps étaient un peu inutilement compliquées. Mais franchement, j'ai pas. Oui, c'est ça. C'est essentiellement ça pour moi. De mémoire, il y a eu effectivement, il y avait un meurtre de trop pour la durée du film. Donc généralement, c'est 2 meurtres, pas plus. C'est ça, 2 meurtres. Là, il y en avait 3. Il était gourmand. Il en a mis un 3e. C'est ça. Il y avait des comptes à régler. Non. En tout cas, effectivement, il y avait ça donc qui a été un des axes de réécriture qui nous a permis d'alléger une partie de l'histoire assez rapidement. Il y a eu un deuxième point qui a été beaucoup débattu, qui était la multiplicité des pistes en cours. Et ça, c'est quelque chose pour les auteurs qui écoutent, qui est assez intéressant. Dans les polars, il faut que le chemin de fer soit assez clair. Et c'est toujours intéressant et enthousiasmant d'ouvrir énormément de pistes en même temps. Mais d'un point de vue télévisuel, c'est quelque chose qui est un petit peu difficilement accessible. Donc on a beaucoup retravaillé pour que les pistes s'ouvrent et se referment de façon un petit peu plus suivie, plutôt que d'ouvrir une galerie de suspects potentiels qui, au moment où on a des solutions, c'est trop loin du moment où on a ouvert la piste. Donc je pense que ça a été un des gros un travail important. Autre chose, effectivement, sur le duo, on a pas mal discuté pour arriver à une version actuelle qui est, je pense, pas mal, parce qu'il y a une petite ambiguïté, mais sur le fait de faire de cette histoire une vraie histoire d'amitié. Qui était quelque chose d'amis d'enfance qui se retrouvent. Bon, après, est-ce qu'il y a de l'ambiguïté ? Il y en a toujours un peu quand il y a de l'alchimie entre 2 acteurs. Mais ça a été aussi un des axes dont on a débattu. Mais à chaque fois, je propose à Eddy et Robin ma compréhension de ce qu'on s'est dit avec la chaîne. Et de toute façon, on fait les réunions avec Frédéric. Donc, on a l'accès à la même information. Et après, je peux donner des envies ou quelque chose que je trouve intéressant. Et à chaque fois, la solution proposée est toujours une solution qui est un petit peu différente de ce que j'avais pressenti, qui répond à la demande tout en gardant la cohérence de l'histoire et de l'univers de départ. C'est vrai qu'en tout cas, ce qu'il faut dire, c'est qu'on cherche que ce soit, je pense que c'est valable pour l'ensemble de mes camarades conseillers de l'équipe, c'est qu'on ne cherche pas à trouver la solution à la place de l'auteur. C'est jamais l'idée. Nous, l'objectif, c'est de pointer quelque chose qui nous paraît pas complètement satisfaisant, ou en tout cas qui pourrait, à notre avis, être mieux. C'est éventuellement donner des idées, ou en tout cas des pistes de réflexion, mais c'est jamais, en tout cas, de dire il faut faire ça. Et en plus, généralement, comme le dit Donatien, c'est vrai que souvent, parfois, on donne des pistes, et qu'en fait, ces pistes ne sont pas finalement ce qui va être retenu, mais c'est ce qui va peut-être parfois aider à trouver quelque chose de mieux et qui va permettre en tout cas aux auteurs, et le but c'est vraiment ça, c'est juste de donner quelques clés aux auteurs pour qu'ils puissent se dire ok, si ce truc là marche pas, qu'est-ce qu'on peut faire, si c'est pas ça, peut-être que ça les amène à une autre idée, enfin voilà, c'est vraiment l'objectif, mais c'est vraiment pas de tenir le stylo ou l'écran. Je sais pas s'il y a encore beaucoup d'auteurs qui écrivent au stylo, mais en tout cas à leur place. Du coup, Donatien, quels sont les chiffres clés de ce tournage en termes de nombre de personnes qui travaillent, jours de tournage ? Alors les chiffres clés, bon déjà il faut savoir que c'est un développement qui a été relativement rapide. Je ne sais pas si ça peut être intéressant comme chiffre, puisqu'on a proposé le sujet en juin 2024. On a eu un accord avec la chaîne en octobre, en gros. Après, il y a eu un petit peu de juridique. Et après, il y a eu 1 an d'écriture pour arriver à la version qui est partie en tournage. Donc, 1 an de développement pour un unitaire de 90 minutes, c'est relativement... ça veut dire que c'est un développement fluide qui s'est bien passé, dans des bonnes conditions. Et c'est agréable de voir un projet qui se construit comme ça. Pour le tournage lui-même, moi j'ai été surpris. Alors je ne sais pas combien il y a de personnes exactement avec la post-prod comprise. Moi j'en ai compté 4, mais je ne suis pas sûr d'avoir bien compté. Non, je peux vous dire que le premier jour, c'était la séquence de nuit, la fameuse séquence d'apparition avec de la nacelle, des projecteurs, des chevaux, des quads, une voiture poursuite. Voilà. Et le directeur de production m'a dit qu'il y avait 77 personnes, ce qui commence à faire un tournage assez conséquent pour un film de ce type-là. Et d'ailleurs, c'est aussi une chose qu'il faut rappeler, en ces temps où le service public subit des attaques, il y a beaucoup d'emplois qui sont générés par ces collections. C'est des collections qui font beaucoup d'audience et qui sont
extrêmement importante et qui crée une activité très très forte. Donc ça c'est quelque chose d'important à noter et je profite de votre tribune pour le dire. Allons-y. Après, dans le nombre de jours de tournage, c'est en 20 jours de tournage. C'est un nombre assez classique pour ce type de film. Et la post-production, on est sur 7 semaines de montage. Et après la suite, je ne sais pas exactement, mais ça va s'étaler, disons, jusque mi-mars, en sachant qu'on l'a commencé pendant le tournage. Donc décembre, janvier, février, mars, 4 mois à peu près de post-production. Et tu me disais, pendant qu'on traînait un peu sur le tournage avant l'enregistrement, que tu étais sur du 5 minutes utile jour. Oui, c'est ça. Tournage à 2 caméras, par contre, qui est une petite différence. On s'adapte à la technique de la réalisatrice, Sandrine Cohen, qui, elle, apprécie pouvoir tourner à 2 caméras. Donc, on a essayé d'adapter notre budget pour atteindre certaines demandes. Donc, ça demande de faire des arbitrages. Qu'est-ce qu'on alloue à quel élément ? Et elle, ça lui permet d'avoir une richesse de jeu, de comédie plus importante, puisque quand elle a 2 axes, voilà. Et ça permet aussi, vu que c'est un tournage avec des chevaux, avec pas mal d'éléments difficiles à contrôler, d'avoir des champs contre champs qui fonctionnent, d'avoir de la capacité à monter sur une seule prise. Donc c'est un des choix qu'on a fait. Et après, comme pour tout, j'ai un directeur de production, Laurent Perrault, qui est très efficace et qui va entrer dans les demandes de la mise en scène et adapter aux conditions financières du tournage pour réussir à trouver le meilleur équilibre pour que tout tienne sur le projet. Et tu as eu la bonne idée de faire un tournage qui se passe à 2 tiers en extérieur. Et donc, Fontainebleau, en novembre, c'est comment ? J'aimerais bien que tu me décrives un petit peu. Fais-moi un point météo. Écoute, il fait un temps magnifique aujourd'hui. Je vois pas où est le problème. Le seul jour magnifique. Publicité mensongère absolue. Non, on a eu des conditions assez dures et l'équipe a été super parce que on a eu beaucoup d'averses, de la neige, surtout aussi des journées irrégulières, ce qui est le cauchemar des chefs opérateurs, à savoir le champ est ensoleillé, le contre-champ est pluvieux et là, pour raccorder, c'est un cauchemar. Mais dans l'ensemble, effectivement, l'équipe a réussi à tourner les prises entre les averses et à s'adapter aux conditions. Donc le film va être le reflet de cette ambiance-là et devrait avoir quelque chose de Sleepy-Holesque dans le résultat final. Pour rester un petit peu sur la lignée des chiffres, vu qu'on en a un petit peu parlé, quelle est la part de négociation qu'il va y avoir entre vous deux sur le budget ? Est-ce que c'est un budget qui est fixe, peu importe l'épisode de la collection, ou est-ce qu'il y a une part de négociation qui se fait ? Est-ce que si le producteur arrive en pleurant, il a un peu plus ? Non. Pas sur les meurtres, non. En fait, globalement, le budget est fixe. Et c'est au producteur de faire rentrer son film dans l'enveloppe budgétaire. Alors évidemment, sachant qu'on n'est pas non plus, on n'est pas obtus non plus, et voilà, si effectivement on se rend compte en discutant avec eux que ça nécessite de faire quelques coupes ou qu'en tout cas, voilà, il y a des choses qu'il faut modifier parce que c'est pas possible. On n'est pas non plus idiot, on peut tout à fait l'entendre. Le tout, c'est qu'on se mette d'accord sur ce qu'on doit sacrifier pour pas justement pour pas avoir l'impression de diminuer la force du film, et en tout cas de ne pas sacrifier en tout cas ce qui fait l'essence même du film. Donc voilà, pour nous, ce qui était important, c'était de garder un certain nombre de choses, mais on est conscient forcément qu'un film où il y a beaucoup de chevaux, où il y a des cascades à cheval, où il y a des choses comme ça, et forcément, il faut forcément faire quelques petites modifications. Et de toute façon, c'est pour ça qu'il y a aussi généralement, entre la version qu'on valide, nous, il y a généralement ensuite une version tournage, qui est une version, on va dire, un peu plus réaliste de ce qui se fait. Et voilà, le tout, c'est qu'on soit d'accord et qu'on se dise pas, et que nous, en fait, on n'ait pas l'impression d'avoir été floué et d'avoir validé quelque chose et qu'on retrouve pas à l'écran. Mais tant qu'on est d'accord sur l'essentiel, il n'y a pas de problème. Donatien, comment tu t'es préparé à prendre la température de cette collection Meurtra avant de rencontrer du coup Frédéric ? Non, la préparation, comme les producteurs de manière générale, je regarde beaucoup ce qui se fait. Évidemment, Meurtra, c'est une collection incontournable, particulièrement quand on est jeune producteur. On sait que c'est
une voie de passage fortement conseillée. Donc je l'ai regardé assidûment, plusieurs épisodes. J'avais un petit peu envisagé dans une précédente société, j'avais fait quelques échanges avec Stéphane, mais on n'avait pas trouvé le bon pitch, le bon sujet. Mais en tout cas, j'étais déjà un petit peu au courant des codes de la collection, des mécaniques, du duo, de la typologie de région. Et donc, à vrai dire, après, c'est la rencontre avec un auteur et un projet, qui est le point de départ de tout bon projet audiovisuel. C'est la rencontre avec Eddy qui m'a fait me dire « Ah, là, parce que je connais les codes et je connais les attentes, il y a quelque chose qui est vraiment au bon endroit. » Et après, on discute pour réajuster, mais le point de départ et la base de la proposition, je sais que ça marche. Voilà. Après, il y a un concours de circonstances, ça tombe au bon moment, au bon endroit. Mais effectivement, la préparation, c'est celle-là. Et après, c'est avec l'expérience des précédents développements, des précédentes discussions, de savoir où est-ce qu'il faut être attentif et comment est-ce qu'on peut amener le projet à créer un engouement dans la chaîne. Voilà. Frédéric, c'est quoi ton épisode le plus emblématique de Meurtra? Hop là, c'est tout pour moi. Au revoir, chapeau. Ça, c'est vache. Non, alors, en fait, emblématique, j'ai pas dit préféré, j'ai dit emblématique, tu vois. En fait, je vais vous en citer deux, mais parce que justement, ils sont un peu caractéristiques de ce tournant, en fait, un petit peu qu'on a opéré. Dans le côté, en fait, on élargit un petit peu ces légendes. Et pour moi, il y en a deux qui sont à peu près au même moment, qui sont des films un peu de sortie de Covid à peu près, qui sont d'une part Le Meurtre en Berry, qui avait été produit par Quad et réalisé par Florian Crépin, qui était le premier à s'aventurer un peu sur le territoire littéraire, puisque c'était inspiré de La Mare au diable de George Sand, et c'était ça en fait le cœur de la légende, et on s'était dit voilà, c'est une figure du patrimoine littéraire, et on peut se permettre aussi ce genre de choses. Et le deuxième, qui était à peu près au même moment, je vais en citer un, qui est Meurtre à Toulouse. Et je le cite en plus parce que moi, ayant grandi à Toulouse, j'étais particulièrement attentif à celui-là. Mais parce que Toulouse, c'était autour de la chanson Toulouse de Claude Nougaro, et c'était justement aussi un saut vers quelque chose de beaucoup plus contemporain, de beaucoup plus récent, et d'un patrimoine culturel très, 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 très accessible et de la chanson qu'on trouvait aussi intéressant à explorer. Et donc c'était dans le côté justement, on élargit le sens de ce mot légende. Je trouve que ce sont deux épisodes qui sont assez emblématiques et qui sont arrivés à peu près dans le même moment et qui nous ont permis justement d'élargir le spectre de la collection. Frédéric, j'aimerais bien revenir un petit peu sur ton parcours, parce que j'ai vu que du coup tu avais commencé en faisant plus de la promotion de contenu en tant qu'attaché de presse, notamment sur France 5. Aujourd'hui, tu es plutôt en fait dans la sélection de contenu. Comment l'un a aidé l'autre maintenant dans ton travail? C'est une bonne question. Alors, moi en fait j'ai fait des études surtout littéraires. Après je suis passé par le CELSA pour faire plus des études de communication en fait et des médias, et je savais que j'avais envie de travailler dans l'univers des médias, mais c'est quelque chose qui restait à l'époque assez flou, parce que je pense que tant qu'on n'est pas rentré dans une boîte et qu'on ne sait pas exactement comment ça fonctionne, c'est compliqué déjà de savoir exactement le métier qu'on veut faire. Et je pense que quand je suis rentré à France Télévisions, je ne savais pas que le métier que j'exerce aujourd'hui existait. Donc c'est sûr que donc la com, c'est par là que je suis rentré. C'est ce qui m'a permis effectivement surtout de comprendre comment fonctionnait une chaîne de télévision et quelles étaient justement les personnes qui décidaient. Et c'est vrai que la chose qui me frustrait un petit peu la communication, c'est que la communication, vous êtes vraiment à la fin, au bout de la chaîne. C'est-à-dire que le programme est fait. Ah oui, là, tu peux plus rien influencer. Le programme, il est fait, donc il est ce qu'il est, et vous pouvez plus vraiment agir. Et surtout, en fait, après, je suis parti, entre les deux, en fait, j'ai fait une parenthèse aux études à France Télévisions, et notamment à ce qui s'appelle la veille de contenu, la veille internationale, et c'est ce qui m'a permis de travailler sur la télévision, tout ce qui se fait à la télévision à l'international, et notamment sur la fiction. Et j'ai beaucoup travaillé pendant 3 ans sur la fiction, donc j'ai regardé beaucoup de choses, et j'ai fait beaucoup de notes de présentation pour l'unité fiction en fait à l'époque.
Et c'est ce qui m'a permis justement de commencer à discuter avec les gens qui fabriquaient la fiction à France Télévisions. Et c'est comme ça en fait que j'ai fini par mettre un pied dedans et par devenir conseiller de programme au bout de quelques temps. Et c'est aussi pour ça que j'ai commencé à faire beaucoup de meurtres, parce que les meurtres en fait sont tous, c'est comme vous l'avez dit, c'est une porte d'entrée pour les jeunes producteurs, les jeunes scénaristes, mais aussi pour les jeunes conseillers de programme, puisque encore une fois, c'est un exercice un peu balisé, donc pareil, il y a quand même une espèce de feuille de route qui existe et à laquelle on peut quand même se rattacher pour au moins commencer. Donc c'est ce qui fait aussi que c'est intéressant pour se faire la main. Ce qui est intéressant aussi pour un jeune conseiller de programme, voilà, c'est de rencontrer des auteurs, de rencontrer des producteurs. Voilà, c'est ce qui vous met dans le bain et c'est ce qui vous permet de commencer à rencontrer un peu toute la profession à travers ces épisodes. Et c'est vrai que oui, je crois effectivement que celui-là, le Fontainebleau, ça doit être mon 20e à peu près, donc j'en ai fait effectivement un certain nombre. Donatien, est-ce que tu peux nous parler de la place de la réalisatrice, justement, dans l'appropriation du script, l'organisation du tournage? Parce qu'effectivement, quand on était avec Eddie et Robin, on a compris que, du coup... Sandrine. Oui, c'est Sandrine. On a compris que Sandrine, en fait, avait amené pas mal d'éléments et qu'elle avait amené sa touche. Or, je pensais que c'était peut-être presque plus codifié que ça. Donc, ça a cassé un de mes préjugés. Alors, comment se passe ce travail, la sélection de la réalisatrice et le travail au quotidien? C'est un moment hyper intéressant parce que c'est le moment où on sort de l'écriture du texte pour aller vers la fabrication. Et donc ça, c'est une discussion aussi avec la chaîne. À un moment, on va aboutir à une version de scénario qui commence à convenir à peu près à tout le monde. Et on commence à se dire, comment est-ce qu'on va le mettre en image ? Qui est-ce qui va le filmer et qui va être filmé ? Donc c'est ces discussions-là qui commencent à s'ouvrir. Et il se trouve que c'est un aller-retour, c'est des échanges pour le coup entre des réalisatrices que moi je peux connaître, des réalisatrices que la chaîne et les conseillers de programme peuvent connaître. Et Sandrine, en l'occurrence, c'est une réalisatrice qui a déjà fait 2 épisodes de la collection. Berry et Toulouse? Non. Pas du tout, elle avait fait Cantal et Chartres. Cantal et Chartres, exactement, et qui avait fait des bonnes audiences. Et donc, c'est l'idée aussi de continuer une collaboration qui fonctionne entre une réalisatrice qui a fait ses preuves et qui, du coup, mérite de continuer à travailler dans des bonnes conditions pour la chaîne. Après, évidemment, c'est une rencontre entre Sandrine et moi pour savoir si le courant passe, si elle va être touchée par le script et si elle l'a compris de la bonne façon, et aussi sa façon de le mettre en image. Et donc c'est une discussion qui s'est lancée l'été dernier, donc effectivement l'été 25, où elle m'a parlé de ce qui lui plaisait, le rapport aux chevaux, sa propre expérience d'équitation, son rapport aussi à la nature, à l'environnement, à l'écologie, la façon dont ça allait se faire, et donc on a senti que ça pouvait être la bonne personne pour porter le film. Donc et après, après sur ce qu'elle a apporté, alors après, ça dépend vraiment des réalisateurs. Enfin, je pense qu'il y en a qui sont plus impliqués dans le texte, d'autres un peu moins. Ça, pour le coup, je pense que ça dépend vraiment de chaque personnalité. Mais c'est vrai que, comme le disait Donatien, c'est que le réalisateur, c'est celui qui d'un coup quand même met le texte dans quelque chose de très concret, en fait, et d'un coup qui peut dire aussi ce qui était très bien, que ce qui est très bien sur le papier est peut-être beaucoup plus compliqué à faire dans la réalité, ou en tout cas ne marche peut-être pas aussi bien dans la réalité. Elle peut aussi pointer parfois des choses qui n'ont pas forcément été vues par nous, parce que c'est vrai que généralement, que ce soit les auteurs, mais même nous, on est tellement dans le texte, on l'a relu tellement de fois, que parfois aussi, il y a peut-être des choses qui peuvent un peu nous échapper. Donc c'est elle qui... Voilà, et puis ensuite avec le directeur de prod, mais en tout cas, c'est vrai que voilà, c'est d'un coup aussi, c'est qu'est-ce qu'on peut vraiment faire de ce texte. Et donc, si on ne peut pas forcément faire exactement ce qui est écrit, dans ces cas-là, c'est sûr que le réalisateur ou la réalisatrice peut aussi parfois amener des solutions et dire peut-être qu'on ne peut pas faire ça, mais peut-être qu'on pourrait le faire comme ça, et amener effectivement un certain nombre de solutions pour aider à faire en sorte, encore une fois, sans perdre l'essence du texte, sans perdre tout ce qui nous a plu et tout ce qui fait le charme de l'histoire, mais d'un coup de se dire, voilà, adaptons-le pour faire au mieux. Et dans le concret de la réécriture du travail qui s'est passé entre Robin, Eddie et Sandrine, ça a été donc sur cette V3 du dialogué, donc ça a été en gros en août dernier à peu près. Ça a été beaucoup un travail
Elle aime introduire ces séquences un petit peu plus en amont. Elle aime créer des espaces avant l'action. Donc il y a eu ce travail-là de rajouter ces petits bouts de sous-séquences, disons, introductives, qui permet aux personnages et au décor d'exister avant l'action en elle-même. Elle a fait un autre travail, puisqu'elle a une expérience du polar assez rythmée, elle a fait un autre travail disons, encore plus d'efficacité du polar, donc en rajoutant quelques scènes de commissariat, des zones de brief, pour bien reclouter l'histoire au fur et à mesure, en se disant, tiens, là, à tel moment de l'histoire, j'ai besoin de m'assurer qu'on est au bon endroit et que tout le monde sait où on se trouve. Mais après, de manière générale, c'est quelque chose qu'elle m'a répété avec beaucoup de sincérité, elle trouvait que c'était un scénario qui était de bonne qualité, de très bonne qualité, et donc c'est aussi pour ça qu'elle l'a accepté, hein. C'est parce qu'elle avait un plaisir à le faire. Après, évidemment, c'est des petits ajustements qui sont suivis par les scénaristes qui s'ajoutent les uns aux autres, parce qu'il faut qu'elle ait ce travail pour se réapproprier un film, une histoire, le faire sien, pour après pouvoir le porter pendant la fabrication et la post-production. Meurtra est une collection qui est ouverte aux primo-producteurs, enfin pas réalisateurs, justement c'est la suite de ma question, c'est aux primo-scénaristes, mais est-ce que ça serait potentiellement ouvert aux primo-réalisateurs, ou alors c'est vraiment quelque chose qui va rassurer la chaîne d'avoir des visages qui sont récurrents, qui ont fait plusieurs épisodes, comme on l'a vu avec Robin qui a créé plusieurs épisodes. Alors franchement, il y a les deux. Enfin, là notamment, il y a eu tout un travail qui a été fait depuis quelques années sous l'impulsion d'abord de Delphine Ernotte à France Télévisions et puis d'Anne Olmès aussi de notre côté sur la fiction, pour déjà faire émerger des femmes réalisatrices. Parce que c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'on avait un vrai déficit, on avait beaucoup d'hommes réalisateurs. Et donc, pour faire émerger des femmes, il a fallu prendre des femmes qui n'avaient encore jamais réalisé de long. Alors parfois, elles avaient été premières assistantes, parfois il y avait des femmes qui étaient script, il y avait des femmes qui étaient, qui avaient pu exercer d'autres métiers pas très loin de réalisateurs, mais qui sans l'être. Et donc, tous les exemples que je vous ai cités, notamment par exemple Floriane Crépin qui avait fait le Meurtre en Berry. Meurtre en Berry, c'était son premier film en tant que réalisatrice. Elle avait été assistante d'Alexandre Laurent sur des productions de TF1, elle avait fait plein de choses, mais en tout cas, c'était la première fois qu'elle faisait un film. Et alors Sandrine, je sais plus si Sandrine, avant le Meurtre en Cantal, si elle avait fait non plus, je sais plus. Enfin, elle avait fait de la quotidienne, il me semble. De la quotidienne, voilà, mais je pense que c'était son premier. Là, pour le coup, il faudra peut-être vérifier, mais je crois que c'était aussi son premier 90 minutes pour une chaîne. Donc, en tout cas, c'est un mélange des deux, c'est-à-dire que nous, ça nous permet, c'est une collection effectivement qui nous permet à la fois de faire travailler des gens qui travaillent pour nous de temps en temps, et puis c'est aussi parfois justement l'occasion de faire émerger des réalisateurs, alors parfois qui peuvent avoir, comme l'a dit Dacien, ça peut être des expériences sur des quotidiennes ou de TF1 ou d'autres chez nous, ça peut être des gens qui ont fait parfois aussi des cours type, je sais pas, scène de ménage ou des choses comme ça, qui ont besoin aussi de franchir une étape et de pouvoir faire justement un vrai 90 minutes, ça peut aussi servir à ça, donc voilà aussi. Dans un contexte financier qui est un peu compliqué, est-ce que il y a d'autres fenêtres comme ça chez France Télévisions qui sont dédiées à des gens qui arrivent, à des zones de test, ou est-ce que c'est aussi peut-être des choses sur lesquelles vous discutez entre conseillers de programme avec Anne Olmès de créer d'autres espaces de test sur toutes les antennes de France TV, parce que oui, bien sûr. Alors après, ça dépend, parce que il y a eu pas mal de tests qui ont été faits aussi, notamment alors à l'époque, un peu moins maintenant, mais sur Slash. Enfin voilà, il y a eu aussi qui a servi aussi quand même de laboratoire sur pas mal de choses. Nous, ça nous permet. C'est quand même nous essentiellement. C'est vrai que c'est le plus simple à faire en fait. Parce que c'est du polar, donc on sait qu'on aura toujours du monde devant. C'est comme on l'a dit, c'est quelque chose de codifié, donc c'est le plus simple. C'est plus difficile de prendre des risques sur autre chose, en fait. C'est plus difficile de prendre des risques sur une comédie, c'est plus difficile de prendre des risques sur une série. Enfin, pour le coup, là, c'est même une question presque de bon sens, en fait. Ça serait plus difficile de prendre des risques sur autre chose que ça. Donc après, ça ne veut pas dire on laisse leur chance à plein d'autres gens sur d'autres projets. Je veux dire, il y a pas de. On peut nous proposer des séries en étant un jeune auteur. C'est pas du tout fermé pour ça non plus. Je veux dire, il n'y a pas de problème. Nous, on a fait des projets parfois avec des auteurs qui avaient très peu d'expérience, et parfois même des projets de séries. Enfin, ça, il n'y a pas du tout c'est pas fermé. Mais en revanche, c'est vrai que oui, pour les auteurs, en tout cas, je pense qu'il y a plein d'autres
possibilité que le Meurtra pour rentrer chez nous. Après, pour un producteur, c'est vrai que c'est sans doute, pour un producteur qui n'aurait pas forcément fait beaucoup, qui n'aurait pas forcément beaucoup d'expérience, c'est sûr que c'est sans doute peut-être l'exercice le plus évident à faire à ce stade. Donatien, je vais poser la question par rapport à nos chères gouttes de Dieu. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consistait ton rôle de co-producteur exécutif? T'as failli la faire en anglais. Oui, Co-producer, j'ai vu. Ça revient. Ça, on sent le gars qui est formé à Vancouver. ça va. Et si tu peux nous parler un peu plus de l'aspect international, justement, de cette série. Ouais, alors, mais pour le coup, tu as raison de le dire en anglais, puisque le rôle titre qui est co-executive producer, c'est une terminologie qui n'existe pas en français, puisque producteur exécutif en français, c'est le producteur qui fabrique. Là où moi, au contraire, j'étais très loin de la fabrication. Je travaillais avec un producteur qui s'appelle Jean-Luc Berlot, Adline Entertainment, et j'ai travaillé avec lui sur les questions des droits, puisque c'est adapté d'un manga qui est propriétaire de Kodansha, donc d'un éditeur japonais. Et ça a été un travail à la fois sur ça et puis sur aussi de trouver des sources de financement pour ce projet qui était très complexe. C'est un des projets les plus difficiles sur lesquels j'ai travaillé, justement pour son aspect international et en particulier pour quelque chose de très précis mais qui nous tenait à cœur, qui est l'aspect multilingue, puisque la série parle en japonais, en français, en anglais, en italien, sur 8 épisodes. Voilà. Donc là, et puis par ailleurs, ça a été fait pendant le Covid, donc c'était une série très complexe. Moi, mon rôle, voilà, c'est celui-là. Je suis passé un petit peu sur le tournage, mais c'était vraiment des aspects financiers et des aspects juridiques qui ont été les miens à l'époque. Voilà. Pour l'aspect international, donc c'est une série qui a, disons, 4 producteurs principaux, en particulier le producteur principal qui est Klaus Zimmermann chez Dynamic Television. Et après, il y a eu un coproducteur américain qui était Legendary Pictures, qui ont fait tous les Dunes, les Batman et autres blockbusters. Et ça a été dans le développement un projet qui a eu beaucoup d'étapes. Ça a commencé chez France Télévisions, qui a financé les épisodes 1 à 5, il me semble. Puis après, budgétairement, et le sujet qui est autour du vin était plus d'actualité. Donc c'est passé chez OCS, qui finalement n'avait plus le budget pour. Puis France Télévisions a repris le projet. Et en cours de production, Apple TV s'est positionné sur le projet. Donc projet prototype-esque, disons, parce que chaque étape est un espèce de combat, puisque c'est des choses qui ne se sont jamais faites avant. Donc là, on arrive avec quelque chose qui est assez difficile à produire, et bon, c'est des projets qui ont un taux d'échec assez élevé. En revanche, quand ça marche, c'est des projets qui souvent ont de l'ampleur, font du bruit, réussissent. Voilà. Et puis par ailleurs, dans la fabrication, on a tourné pendant le Covid, pendant l'époque à laquelle le Japon était totalement fermé, donc ça a été aussi une des difficultés. Comment est-ce qu'on peut faire, voilà. Et donc beaucoup d'adaptations, voilà, et un résultat final qui était réussi. Donc, Et d'ailleurs, vous qui nous écoutez, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur du coup votre plateforme d'écoute préférée et découvrir l'épisode qu'on a consacré à Kook Dong-tran, qui est le créateur et scénariste de la série. Et vous saurez comment il a écrit à peu près 3 ou 4 épisodes avant que, en vitesse absolue, à la Kook, j'ai envie de dire. Tout à fait. Ouais, une vraie méthode de travail. Je vais vous plonger dans un exercice de fiction totale. Chacun, tous les deux, ça serait quoi le pire Meurtra qu'on vous amène? Alors attention, je veux la ville, je veux le meurtre de départ et je veux le duo de flic et sa relation. Et vraiment, le truc, on te l'amène, tu dis non, alors les gars, ou les nanas, on va arrêter de fumer. Non, mais comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire que parfois, quand tu vois que tu connais pas l'endroit et que vraiment ça ne parle à personne, c'est déjà un vrai problème. Je dis, bon, bah... Donc on est à Barzeuil-sur-Ourge. Voilà, c'est ça, okay. Si tu veux, c'est un peu ça. On va te sortir. Alors, ce qui est terrible, c'est parfois on nous a sorti des légendes extrêmement glauques, avec vraiment des trucs où tu te dis, voilà, en fait, il a été décapité 3 fois, et puis on lui a arraché le cœur, et là, tu te dis, bah non, en fait, ça reste quand même un divertissement du samedi soir, donc on va quand même rester, voilà. Et avec un duo tout à fait lambda,
qui serait, en fait, au début, ils s'aiment pas, et puis après, ils vont finir ensemble. Ou alors, parfois, l'inverse absolu, qui est, alors, en fait, il est, je sais pas, il est unijambiste, et elle est... Elle a 3 jambes. C'est ça. Et au final, je me dis, alors, du coup, c'est vrai qu'on cherche un peu d'originalité sur les duos, mais pas ce type d'originalité. Voilà. Donc, ça serait, c'est un peu ça le pire projet, en fait. C'est-à-dire que quand vraiment, il n'y a rien auquel on puisse se rattacher nulle part. Et où on se dit qu'effectivement, les gens qui ont écrit ça n'en ont jamais vu. Voilà. Et j'exagère un peu, mais on a eu des choses parfois quand même où on s'est dit, c'est bon, ça, on n'ira pas. On n'ira pas. J'ai pas de meilleur exemple. On t'en avait amené avant des Meurtras ? J'avais eu des propositions de pitch, effectivement. Et d'ailleurs, il y en avait un qui avait plutôt plu à Stéphane à l'époque, jusqu'à ce qu'il se rende compte que la ville avait en fait été déjà en cours de tournage. Voilà. Donc ça s'est arrêté en cours de route, mais heureusement on n'était pas très loin, c'était au stade... 2 épisodes à Ploumoiseau-sur-Orge, c'est quand même dingue. C'est quand même dingue. Ça fait beaucoup. C'est pas tous les jours. Mais non, effectivement, celui-là... Non, j'étais surpris, moi, par contre, que Fontainebleau n'ait pas encore été fait. Parce qu'en réalité, c'est vrai que c'est beaucoup dire que Fontainebleau soit vraiment la banlieue parisienne, parce qu'on est quand même vraiment plus loin, on est un peu au-delà, mais c'est vrai que pendant longtemps, en réalité, il n'y avait pas beaucoup de... Alors, déjà pas Paris, évidemment, mais assez peu la région parisienne, en fait, dans les premiers temps de la collection, puisque l'idée était vraiment quand même d'aller plutôt en province, en région, aller voir un peu plus loin, justement, que Paris. Et puis, effectivement, au gré des propositions, on s'est rendu compte qu'il pouvait y avoir aussi des choses très bien en région parisienne. Donc, c'est vrai que voilà, Fontainebleau est arrivé. Il y a eu Meaux aussi. Enfin, voilà, il y a eu d'autres villes. Il y avait eu Provins, qui aussi, techniquement, je crois, est encore en Île-de-France aussi. Donc, voilà. Donc, bon. Alors, Provins n'était pas un Meurtras, c'était de la malédiction de Provins, mais en tout cas, c'était à la base aussi prévu comme un Meurtras. Donc, voilà. C'est vrai que l'Île-de-France avait été un petit peu moins... Les gens s'étaient moins positionnés dessus au départ, oui. Et on revient un petit peu à la question chiffre un peu plus tôt, mais c'est vrai que de tourner à Fontainebleau a une conséquence financière directe, puisqu'on est en dehors de la limite de 70 km dans laquelle on n'a pas la nécessité de loger l'équipe, donc on est un tout petit peu trop loin, et en même temps on reste trop près de Paris pour avoir des prix des hôtels, de la restauration moins chers. T'as douillé, quoi. C'est ça. Le film est d'un point de vue de fabrication est plus cher que, je pense, la moyenne, disons, des Meurtras qui profitent soit de l'un, soit de l'autre. En général, le budget alloué pour un Meurtras, il est toujours utilisé à fond ou des fois il y a des marges qui restent ? Alors après, ça c'est tout le sujet, enfin c'est tout l'enjeu du producteur pour le coup. Ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Chaque euro est essentiel. Non, voilà. Évidemment, c'est des projets où on essaye d'être le plus efficace possible sur l'utilisation de l'argent. Il se trouve que pour un projet comme celui-là, effectivement, on n'a pas encore à ce jour la réponse de la région Île-de-France, qui est un des partenaires financiers importants dans les projets audiovisuels. La région Île-de-France, elle est difficile à convaincre sur des projets de collection de chaînes qui sont plutôt récurrents. Donc on verra, je pense que quand le podcast sortira, on aura la réponse. Mais effectivement, il est peu probable qu'on l'ait. Et donc là, je sais qu'effectivement, le budget est très serré, surtout qu'on a une certaine ambition pour faire un film qui soit à l'image spectaculaire. Donc effectivement, là, on est assez restreint dans la capacité de marge finale. Et justement, c'est intéressant parce que tu as évolué en production et du coup, tu as créé en fait une nouvelle structure qui est rattachée à une autre. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours ? Comment se crée Odette Studio ? Et aujourd'hui, c'est quoi l'ambition justement de cette société ? Et sur quelle thématique ? Enfin voilà, raconte-nous tout en fait. Très bien. Tout à fait. Alors d'ailleurs, pour info, je reprends quelque chose du début. Le film Meurtre à Fontainebleau est une coproduction pour des raisons de CNC et aussi pour notre rapport de travail entre Odette Studio et Albertine Productions, qui est notre maison mère. Voilà. Albertine Productions, qui est une société gérée et créée par Mathieu Tarot depuis une vingtaine d'années, et qui fait du cinéma, un petit peu de télévision aussi quand même. Il a fait pas mal d'unitaires pour France Télévisions et pour Arte en particulier. Et donc moi, Mathieu, j'ai eu la chance de travailler avec lui
quand j'étais encore étudiant, il y a un peu plus de 10 ans, sur 2 longs métrages, sur un film avec Lucchini qui s'appelle L'Hermine et un film de Jean-Patrick Bénès qui s'appelle Arès. Et on s'est très bien entendu à cette époque. Voilà. Et puis après, j'ai fait mes armes ailleurs. J'ai monté une première société avec laquelle on faisait des films pour les entreprises. On a bossé pour Engie, pour Danone, voilà. Et avec l'argent qu'on arrivait à mettre de côté, on finançait des courts-métrages. Puis de courts-métrages de fil en aiguille, j'ai travaillé un peu avec d'autres producteurs sur des projets pour la télévision, jusqu'à faire une série. On était beaucoup de producteurs avec Romain Couture, Benoît de Balanda, une série de Sarah Marx et Sadat Seidi qui s'appelle Cellule de rime et qui était sur Slash. Et ça a été ma première expérience de projet de série, c'était du documentaire pour France Télévisions. Ça, c'était en 2021. Et après, j'ai du coup revu Mathieu qui m'a proposé de monter Odette Studio, qui est une filiale d'Albertine Productions qui va être dédiée entièrement à l'audiovisuel. Donc toute la partie Albertine de téléfilm passe sur cette société. Et donc moi, je bénéficie à la fois de la structure, des juristes, de l'administratif d'Albertine. Je bénéficie aussi de l'expérience de Mathieu qui m'accompagne dans pas mal d'idées. Et en contrepartie, donc, j'anime toute cette activité-là pour l'avenir. Et puis pour vous dire, donc, ce Meurtra est notre premier projet avec la structure qu'on a créé il y a un peu plus d'1 an. En développement, on a plusieurs séries qui sont en lecture. On a des discussions avec des diffuseurs, à la fois France Télévisions, mais aussi des streamers. On discute avec Netflix, on discute avec un peu de gens. Et j'espère vous annoncer très bientôt d'autres choses. Mais l'ambition, c'est de faire de la fiction, des unitaires, de la série, sur des thèmes, comme je disais, à chaque fois, ça va être des thèmes qui doivent me parler, donc plutôt contemporains, du thriller, du polar, qui peuvent me plaire, ou pourquoi pas, si c'est porté avec une thématique sincère, de la comédie, on est assez ouvert. Et d'autre part, je me suis un peu perdu dans ma phrase. Non. Je me suis un peu perdu sur les dans ma grandes phrase. lignes d'Odette Studio. Ouais, voilà. Et après, ce qui est intéressant, c'est que je vais pas du tout voir les projets de la même façon en fonction de mes interlocuteurs. Donc, pour France Télévisions, on va avoir des projets qui vont être assez écrits, sans forcément avoir d'a priori sur qui nous les apporte. En revanche, quand je vais m'adresser à des streamers, je vais plutôt chercher à accrocher très tôt dans le projet du cast, ce qui n'est pas du tout une demande de France Télévisions. Et ça, c'est donc chaque diffuseur a sa façon de travailler. Et moi, pour l'instant, je discute avec un peu tout le monde. Et je sais que la société va après créer des affinités avec des diffuseurs particuliers et donc va affiner un peu son ADN au fur et à mesure. Super. Frédéric, durant tes 3 années de veille, est-ce que tu as remarqué un programme international qui aurait pu potentiellement influencer la ligne éditoriale de France Télé ? En fait, ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque où j'étais à la veille, il y avait un programme que tout le monde trouvait formidable. Et c'est TF1 qui l'a fait. C'était les Bracelets Rouges, en fait. Et qui était un projet, enfin, qui était en plus, qui était à l'époque, si mes souvenirs sont bons, c'était sur une chaîne régionale espagnole, si mes souvenirs sont bons, le format initial des Bracelets Rouges. Et c'est vrai en tout cas, nous, quand on était à la veille, on s'était dit, c'est un projet qui a une petite vibe service public et tout ça. On en avait parlé, et puis c'est vrai, quand je sais pas, le temps que ça se décide, finalement TF1 l'avait déjà pris et l'avait fait. Et c'est vrai que c'était un petit. On s'était dit, c'est dommage, on aurait peut-être plus positionné sur ce projet-là. Mais bon, mais TF1 l'a plutôt bien fait d'ailleurs. Donc voilà. On l'aurait sans doute fait différemment, mais c'était un projet Justement, intéressant. pour continuer la question, parce que c'est pour moi une question que je trouve légitime, quel est l'intérêt de reproduire un programme qui pourrait être doublé et diffusé sur vos antennes? Alors aujourd'hui, de toute façon, nous, c'est quelque chose qu'on fait moins. Aujourd'hui, on n'est plus trop dans... Enfin, on n'a pas beaucoup cette politique d'adaptation de format. On l'avait fait récemment avec nos séries éducatives, qui étaient des formats étrangers, parce que c'était aussi un peu, comme c'était un terrain un peu nouveau pour nous d'aller sur des séries éducatives, parce qu'on sait que notre public est un peu âgé et tout ça, donc on s'était dit, bon, c'est peut-être bien d'avoir quand même un peu un canevas de quelque chose qui a quand même fonctionné ailleurs pour quand même savoir un petit peu où on va. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, de toute façon, notre politique est
plutôt, nous, d'aller sur des formats originaux. Alors, ça peut être aussi des adaptations de livres, hein, parfois, il y a quand même... mais des adaptations de formats, aujourd'hui, en tout cas, c'est pas forcément ce qu'on recherche, effectivement. Enfin, de toute façon, vous l'avez vu, je pense que ces derniers temps, de toute façon, la fiction internationale marche moins bien en télévision que la fiction française. Donc... alors, il y a quelques succès quand même, il y a quelques séries étrangères qui marchent bien, mais par rapport à ce que ça a été il y a 15 ans, par exemple, où vraiment les séries américaines trustaient toutes les chaînes linéaires, aujourd'hui, il y a quand même eu un vrai renversement qui s'est fait. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est presque plus intéressant de faire de la création originale que d'aller vers les adaptations de format. Voilà, je dis pas qu'on n'en fera plus jamais, mais en tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, la nécessité, en tout cas, pour nous, n'existe pas, en tout cas. Et on trouve que justement, on arrive avec des auteurs et aujourd'hui à vraiment créer suffisamment de choses différentes et nouvelles sans avoir forcément besoin d'adapter des choses. Il y a une étape qu'on n'a pas abordée encore, c'est l'arrivée des comédiens et des comédiennes sur le script. Est-ce que tu peux, Donatien, nous expliquer un petit peu comment se fait ce travail de lecture ? Qu'est-ce que vous avez corrigé, affiné, rectifié ? Et aussi, toi, Frédéric, ensuite, quelle a été ta part aussi vis-à-vis de ça ? De toute façon, c'est une décision collégiale, en fait, hein, puisque c'est... Donc, généralement, une fois qu'on est content du texte, qu'on greenlight, nous, le moment de tournage à peu près, quoi, voilà. On choisit un réalisateur ou une réalisatrice, et après, généralement, c'est le réalisateur, la réalisatrice et le producteur qui font... la réalisatrice qui va nous faire des propositions de casting, il va y avoir un directeur de casting qui va être employé pour... Alors, généralement, sur les premiers rôles, on se met d'accord sans forcément passer par des essais. Et puis après, sur les autres rôles, généralement, il y a des essais qui sont faits. Moi, généralement, donc, on vient me voir avec une liste, avec des premiers rôles, des seconds rôles, avec généralement des essais pour que je puisse aussi les voir. Et puis, généralement, c'est une décision collégiale. Dans l'idée, nous, il faut qu'on ait une tête d'affiche, voire deux, ça dépend, pour quand même assurer aussi et donner un peu envie à nos téléspectateurs de venir à ce rendez-vous de Meurtra. Aujourd'hui, en plus, on a la chance que ce soit une collection qui est tellement populaire qu'on n'a pas beaucoup de mal à faire venir des comédiens et des comédiennes. On peut se servir à la fois de comédiens déjà un peu identifiés chez nous, des gens qui sont déjà récurrents dans d'autres séries. C'est totalement le cas du Meurtre à Fontainebleau, puisqu'il y a Antoine Hamel qui est récurrent sur La Stagiaire et Roxane Turmel qui est maintenant une récurrente dans une collection qui s'appelle Brigade du Fleuve. Donc voilà, ça nous permet aussi de réunir des talents qui sont... Antoine, assez confirmé chez nous, Roxane encore émergente, mais qui commence, puisqu'elle a en plus été dans Montmartre sur TF1. Enfin, c'est une actrice qui est dans une ascension actuelle. Et puis voilà, et donc c'est une discussion très collégiale. Nous, à partir du moment où on estime qu'on a le degré de notoriété suffisant sur nos têtes d'affiche pour faire venir en tout cas les gens. Après, l'idée, c'est qu'on regarde les essais ensemble, on en parle, on discute, on voit les choix de la réalisatrice, ceux avec lesquels elle est le plus à l'aise. Notre idée, nous, c'est pas du tout d'être... c'est pas d'imposer des choix, c'est plutôt... si on a un doute, si on trouve qu'un essai nous paraît peut-être pas très convaincant, on peut éventuellement dire... Vous êtes sûr ? Est-ce que vous voulez pas refaire un essai ? Est-ce que vous voulez pas revoir éventuellement d'autres comédiens ? Ou alors, est-ce que vous avez des essais d'autres comédiens ? Parce que généralement, nous, on nous en montre un ou deux ou trois maximum, mais généralement, c'est qu'il y en a d'autres aussi. Donc, éventuellement, si je suis pas convaincu par le choix qu'on fait, je peux dire, est-ce que je peux voir juste ceux que vous avez vus ailleurs, juste pour avoir une autre idée ? Enfin, globalement, ça se passe de manière très, très fluide. Et après, effectivement, une fois qu'ils sont tous choisis, le travail commence avec la réalisatrice et puis les lectures, tout ça. Vous avez eu beaucoup de réadaptations des dialogues avec les comédiens ? Alors, ça dépend. Là, sur notre projet actuel, pas énormément, mais effectivement, on a une journée très importante dans la prépa qui est la lecture comédien, où tout le monde vient. Nous, on le fait dans nos bureaux de prod, mais c'est dans une grande salle en haut où tu as 15 personnes autour d'une table avec chacun le texte, et on va tout balayer pour voir s'il y a certaines séquences qui sont un peu trop complexes à la mise en voix, et donc là, on réajuste un petit peu, mais c'est vraiment à la marge. En l'occurrence, pour ce film-là, c'était vraiment à la marge. Je pense qu'il doit y avoir des réalisateurs ou des réalisatrices plus intrusives qui peuvent réécrire plus de choses. Voilà. Là, il se trouve que ça n'a pas été très marquant dans les changements pour la version finale. C'est une façon de voir, c'est un des derniers moments où oui, on peut vérifier s'il y a
des petites choses qui sonnent mal éventuellement aussi, enfin voilà, ou peut-être que à l'écrit ça passe bien, mais une fois que le comédien le dit, ça paraît peut-être moins naturel ou un peu moins, voilà, donc c'est des petits ajustements de dernière minute qu'on peut faire, mais qui peuvent être importants. Mais effectivement, oui, ça dépend vraiment là ça dépend des comédiens, ça dépend des réalisateurs, ça dépend de plein de choses pour le coup, mais voilà. Mais c'est effectivement le moment où les comédiens qui, eux, doivent voir le film à travers le prisme de leur personnage peuvent dire « Ah, tiens, le mien dit ça à ce moment-là, pourquoi ?» Et ça peut être l'ouverture à une petite modification de dernière minute où on se dit « Ah bah effectivement, cette réplique, elle est pas au bon endroit dans la scène en question. » Donatien, j'ai pu voir sur ta bio LinkedIn que pour toi, ce que tu disais, c'était d'avoir envie de défendre des projets engageants et innovants. Mais est-ce que tu peux nous donner ta définition de engageant et innovant? Question. Si on peut plus écrire n'importe quoi sur LinkedIn maintenant. Ensuite, question, quel type de projet tu recherches? Surtout, c'est vraiment une phrase LinkedIn, ça. Hein. Des projets engageants et innovants. Oh la vache. Waouh, j'ai écrit ça il y a combien d'années? C'est une bonne question. Non, après, évidemment, en fait, comme pour tout projet artistique où on a un devoir de le porter sur des durées longues, il faut que ce soit des projets qui nous motivent et qui nous motivent à être forts quand on va les présenter, les défendre. Donc voilà. Et puis après, moi, je suis quelqu'un de ma génération aussi. J'ai envie que la télévision soit un média de son époque et donc qu'il s'adapte aussi à des façons de faire. Mais comme on le dit d'ailleurs, les séries françaises sont très regardées en ce moment, beaucoup plus qu'il y a 15 ans. Je pense qu'il y a quand même eu un tournant de ce que c'est qu'une série en France, que du coup on a des méthodes d'écriture qui sont des applications, mais avec aussi nos propres particularités françaises de façon de faire, de savoir-faire qui sont très bons. Donc ça, je pense que c'est important pour moi. Et innovant, on en parlait, on fait un meurtre, mais on insiste sur le fait d'avoir un peu de genre, d'avoir des effets spéciaux, d'avoir quelque chose qui me ressemble dans ce qu'on va produire. Donc c'est une petite combinaison des deux, et je trouve que cet épisode-là, Meurtre à Fontainebleau, le définit bien. On a un propos avec de l'écologie, on a des techniques qui sont pas révolutionnaires, mais qui en tout cas prennent l'air du temps pour les mettre à l'image. Donc voilà, c'est ça que je souhaite faire à l'avenir. Engageant et innovant. Tu t'en es bien sorti. Question. Toi qui aimes les projets innovants. Question pour Frédéric. Du coup, c'est vrai que quand on a discuté avec beaucoup de nos invités, même en off, quand on discute avec tout le monde adore le cinéma fantastique, le cinéma de genre, l'horreur, le machin. Et on a toujours cette barrière de pourquoi on le voit pas sur une antenne plus large. Est-ce que toi, tu vois cette arrivée du genre sur France Télé d'une manière ou d'une autre? Alors c'est toujours difficile parce que c'est vrai qu'on nous reproche toujours de ne pas en faire, mais si vous regardez bien ce qu'on fait, alors évidemment c'est pas ce qu'on fait tout le temps, c'est évident, parce que de toute façon l'idée c'est d'avoir aussi une offre variée, et on peut pas non plus emmener notre téléspectateur à chaque fois sur des propositions de genre, en fait c'est pas possible. Mais si vous regardez les séries qui ont pu être faites quand même ces dernières années, que ce soit Vortex, très bon succès, qui était un très beau succès, qui était quand même une série oui, là c'est vraiment de genre. On a eu Rivage aussi récemment, qui était quand même aussi une série de genre, sur un monstre marin, qui avait des références très, très Spielbergiennes des années 80. Donc évidemment, en fait, nous, on a un public qui a son âge. Donc on peut faire des propositions comme ça. Nous, évidemment, on va doser le genre. On va pas faire un space opéra. Ça n'aurait pas de sens chez nous, et on pourra pas aller dans du total science-fiction, on pourra pas aller dans du total horreur, on pourra pas aller voilà. Mais on peut amener des doses de ces genres-là. Mais le but étant que ça reste une série fédératrice, en fait, et une série qui réunit les gens, puisque c'est quand même ça le but aujourd'hui. France 2 ou France 3 sont des chaînes généralistes. Et à partir du moment où on est une chaîne généraliste, le but, c'est quand même de rassembler les gens. Et on est un service public, et le service public, c'est pas fait pour faire des audiences confidentielles, c'est fait pour justement que les gens viennent le voir. Donc là-dessus, on a fait des incursions. Il y a Anaon aussi qui a été fait en co-développement avec Amazon, qui est déjà disponible sur Amazon, qui n'a pas encore été diffusé chez nous, mais qui a été suivi, dont le développement a été suivi chez nous, et qui est une vraie série de genre avec une référence un peu à la Stranger Things et tout ça. Donc ça existe chez nous. Évidemment, c'est pas... Ça représente c'est pas 100% de l'offre. C'est une petite partie de notre offre, évidemment, mais ça c'est normal. Mais comme c'est pas non plus c'est rare. Enfin, il y a pas beaucoup de plateformes qui sont à fond et qui ne font que du genre non plus. Ça n'existe pas. Donc, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on fait. Mais
c'est pas si simple que ça à faire. On reçoit pas non plus 25 000 propositions dans cet esprit-là non plus. Et je pense que les autres diffuseurs non plus. D'ailleurs, je pense qu'on c'est pas non plus la majorité. Alors peut-être que c'est parce qu'on en fait peut-être pas assez et que les auteurs se sentent peut-être un peu bridés. J'en sais rien. Mais enfin, en tout cas, je trouve que ces 3 séries-là, que ce soit Vortex dans le côté un peu anticipation sur une technologie futuriste qui bug, qui était vraiment quelque chose d'intéressant. Rivage sur le côté, en tout cas, un peu fantastique d'une créature mystérieuse avait aussi quelque chose de très intéressant. Et Anaon sur le côté plus monstre et série ado de genre un peu de monstrueuse. Voilà, ce sont des incursions dans le genre chez nous qui existent et qu'on est tout à fait prêt à faire et qu'on est très heureux de faire et justement et qui en plus fonctionne. Alors bon, Anna, on ne sait pas encore parce qu'on l'a pas diffusé, mais que ce soit Rivage ou Vortex, ça a été 2 très beaux succès de France Télévisions de ces dernières années. Donc nous, on est tout à fait prêt à accueillir ce genre de projet. Et je dis encore, et de toute façon chez nous, ce qui fait foi aujourd'hui, c'est le projet. C'est-à-dire qu'on n'a pas on se dit pas en fait, il nous faut du fantastique ou il nous faut pas de fantastique. En réalité, parfois, on nous a proposé des projets, on s'est dit, en fait, c'est bien parce que c'est un genre qu'on ne fait pas souvent, mais ça a le potentiel pour être fédérateur et pour pouvoir parler au public qui est le nôtre. C'est ça le seul critère aujourd'hui, mais en tout cas, il n'y a pas de... Et évidemment, il y a aussi une question financière. C'est vrai que forcément, on ne peut pas non plus produire que des séries comme ça, parce que ce sont des séries qui sont mathématiquement plus chères à faire, donc forcément, ça ne peut pas être l'essentiel de notre offre non plus. Mais en tout cas, il n'y a pas de barrière au genre chez nous, en tout cas. On a parlé de l'importance d'avoir plus de femmes réalisatrices au sein de l'antenne. Qu'en est-il de la diversité de façon générale ? Est-ce qu'il y a des aspects de la diversité qui sont encore difficiles à mettre en place et à montrer ? Alors à montrer, c'est-à-dire ? Simplement, ça peut être, on peut parler minorité, raciale, sexualité, ce genre de choses qui sont encore difficiles de mettre à l'antenne peut-être. Pour le coup, à l'antenne, je crois pas. Enfin, pareil, si vous regardez tout ce qu'on fait aujourd'hui, je pense que ce sont des... Enfin, je pense qu'on souffre un peu de notre image aussi, parce que je pense que ce soit... Dans l'ensemble de notre offre, alors c'est aujourd'hui même les feuilletons quotidiens. Plus belle la vie a été une série qui a été en avance sur plein de choses, qui a été une des premières à montrer plein d'évolutions de la société. Et je pense que en tout cas, elle nous a servi à faire plein de choses. Je pense que même dans les meurtras, ça nous arrive aussi de faire des choses. On a notamment un comédien transgenre dans un des meurtras qui arrive bientôt. On a, et en même temps, on fait des sujets sur. D'ailleurs, le film qu'on avait produit avec Mathieu Tarot, qui était adapté du livre de Marc-Olivier Fogiel, c'était sur la GPA, donc c'était sur un couple homosexuel, notamment un couple homosexuel qui cherchait à avoir un enfant. Il y a plein de sujets là-dessus. Je pense que là-dessus, on n'a pas peur du tout, et je pense que tous les sujets sont traités aujourd'hui. Sur la diversité, je pense que dans tous les castings, on fait très attention à ça. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très important pour nous, et c'est quelque chose qui est dans la tête de tous les conseillers quand ils font un casting. Je pense que c'est quelque chose qu'on n'oublie pas. Après, forcément, je pense que comme dans la plupart des métiers, je pense que oui, effectivement, des réalisateurs de couleur, des auteurs de couleur, il y en a forcément moins. Et je pense, et ça, évidemment, il y a sûrement encore un vrai travail à faire là-dessus. Mais voilà, je pense que ça, c'est encore un gros chantier sûrement qu'il doit falloir prendre à bras le corps. Il y a des choses qui sont faites au CEA, notamment. Il y a plein de choses qui existent. C'est un travail, je pense, continu et constant qu'il faut toujours avoir en tête. Mais en tout cas, je pense que c'est quelque chose qu'on a tout à fait intégré. Et voilà, donc ça prend du temps, forcément. Mais je pense qu'il y a quand même des vraies choses qui ont été faites ces dernières années. Et notamment, c'est vrai, sur les femmes réalisatrices qui, là, pour le coup, ont été un vrai... mais même un geste vraiment politique de la part du service public, de vraiment mettre en avant des femmes réalisatrices et de les aider en fait à franchir ce pas qui est parfois le dernier pas le plus difficile à franchir quand on n'est pas très loin du statut de réalisatrice, mais encore un peu à côté, ou qu'en tout cas on reste sur des épisodes de feuilleton, des 52 minutes, mais qu'on n'a pas encore franchi le cap vers le 90 minutes ou la vraie mini-série événementielle. Et ça, je pense que pour le coup, on l'a vraiment fait avancer.
Et dans une période où on a tendance à les taper sur France Télévisions, il faut rappeler un engagement qui est important, c'est que vous obligez les producteurs à optionner les projets qu'on vient vous présenter. Donc ça, si tu peux en donner quelques mots. Non, en fait, c'est très simple. C'est que en fait, on ne lit pas un projet dont on n'a pas reçu le contrat d'option, en fait. Que ce soit une série, que ce soit un unitaire, c'est la même chose. Puisque c'est ce qui nous permet c'est ce qui protège les auteurs, en fait, tout simplement. Et c'est ce qui fait que, un producteur ne vient pas en nous pitchant vaguement une idée et pour vous dire ensuite que finalement ça ne nous intéresse pas et que du coup il ne prend pas votre option. Je me rappelle d'une période, moi qui suis plus âgé que Maxence, où je l'ai un peu vécu ce truc-là. Oui, mais c'est quelque chose. Non, mais c'est que, encore une fois, là pour le coup, je pense c'est le service public et c'est aussi ça, c'est le respect des auteurs aussi. De la même façon qu'on fait les séances de pitch aussi pour les mini-séries, c'est le fait de recevoir les auteurs, de recevoir leur pitch, de pouvoir aussi leur faire des retours sur les pitchs qu'ils nous font, parce que c'est vraiment ça le principe chez nous, puisque quand vous venez pitcher une série, vous venez avec un producteur, vous venez avec les auteurs pitch, et à l'issue du pitch, nous, on fait un certain nombre de retours, des réactions à chaud, qui valent ce qu'elles valent, parce que parfois, on n'a pas lu le texte, donc on peut pas forcément avoir tous les éléments. Mais en tout cas, l'idée, c'est ça, c'est aussi de donner notre avis, d'essayer aussi d'aider les auteurs à recalibrer leurs propositions pour qu'elles aient le plus de chances d'aboutir aussi. Enfin, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire aussi. Donc, il y a un vrai travail de notre part pour essayer de mettre les auteurs dans les meilleures conditions, à la fois financières pour le côté option, et puis après dans le côté créatif pour à la fois les pitchs, mais ensuite le développement. Tel un bon capitaine de bord, je vais vous dire que le podcast va bientôt arriver à sa fin. Donc, traditionnellement, on se laisse une question chacun. Maxence, je te laisse la poser à la personne à l'un de nos invités préférés, à ton invité préféré. Voilà. J'avais une question justement pour les deux qui est un petit peu une question de conclusion. Il est fort, ce Maxence. Mais non, ça serait simplement, en fait, vous avez un jeune auteur devant vous, en tant que producteur, en tant que diffuseur, conseiller. Qu'est-ce que vous faites pour le faire pleurer ? Ah pourquoi pas, on va passer sur cette question-là finalement. Non mais quel va être le conseil en fait qui selon vous est plus important que les autres pour pouvoir vous approcher ? Pour moi en tant que diffuseur, c'est quand même de connaître notre ligne éditoriale. Je pense que pour le coup, en tant qu'auteur, je sais qu'il y a vraiment il y a évidemment une démarche artistique, mais vous ne pouvez pas en fait être dans votre bulle et ne pas connaître le marché qui vous entoure en fait. Ça reste un marché et vous avez des clients potentiels qui sont des plateformes, des diffuseurs traditionnels, des choses comme ça. Et vous ne pouvez pas, en fait, leur proposer les mêmes projets de la même façon. Et vous êtes obligé de savoir exactement, en tout cas, de connaître un peu leur ligne éditoriale, de savoir un petit peu ce qu'elles font pour pouvoir aussi ajuster vos propositions. En fait, pour moi, c'est ça. Et donc, si vous voulez nous pitcher un projet, et comme je l'ai dit, vous voulez nous proposer un Meurtra, regardez des Meurtras, vous voulez nous proposer des projets, regardez ce qu'on fait. Ça ne veut pas dire qu'on attend exactement de refaire les mêmes choses, mais ça veut dire qu'en tout cas, il y a quand même des choses à savoir et des clés d'entrée qui sont vraiment très importantes à avoir en tête si vous voulez nous proposer des projets pour ne pas complètement tomber à côté. Dernière question pour vous deux. Tu vas être plus bloqué, Donatien, pour répondre, donc je pense que c'est plus Frédéric là-dessus, mais c'est quoi l'avenir de la collection ? L'avenir de la collection, c'est une très belle collection dont on est très très fiers. Et vraiment, on est plusieurs. Et je vais me permettre juste de citer mes camarades parce que je trouve que c'est une très belle équipe en plus avec laquelle on fait ces Meurtras. Donc Stéphane Massard évidemment qui la pilote, Véronique Provost, Julia Giraud-Benedetti, Juliette Beauvais, Caroline Ferrier, Nadira Merabé. Et moi donc. Et donc on est vraiment donc on est très heureux de la faire, on essaie toujours de la faire évoluer, comme je vous l'ai dit, on essaie de trouver aussi des déclinaisons pour continuer à la faire évoluer. Il se trouve là effectivement, vu les déclarations qui ont été faites ces derniers temps, oui, on fait une petite pause, ça a été dit, non pas parce qu'on veut arrêter la collection, mais juste parce que on a beaucoup de stocks, on en a beaucoup qui n'ont pas été diffusés, on en a encore pas mal en tournage et on en a beaucoup en développement. Donc on fait juste une petite pause avant de pouvoir réétudier des projets très prochainement. Et voilà. Donc on a très envie de continuer cette collection qui approche le 100e numéro. Et ça, c'est quelque chose dont on est très très fiers, parce que des collections télévisuelles qui ont plus de 100 numéros, il n'y en a pas tant que ça. Et donc on est très très fiers de participer à cette belle aventure. Nous avons une petite ritournelle de fin de podcast, Maxence. Les fameuses 3 questions du tac au tac. Du coup, pour chacun, quel est votre film, série préférée de tous les temps ? De tous les temps. De tous les temps.
Alors, pas un étang où il y a des poissons. Hein, mais je sais qu'on est Meurtra, machin région, mais... Excusez-moi, c'était la meilleure vanne de ma vie. Ah ouais, non, Sur ce, arrêt de carrière. Au revoir. Je vais donc dire Nemo pour les temps. Ah, c'est bien. Non, moi je veux juste vous dire une série qui m'a fait du bien parce qu'en fait, je pense que, il y a des séries préférées. J'ai l'impression que tout le monde tourne un peu autour des mêmes. Je dis pas que c'est une série très originale, mais c'est une série qui m'a fait du bien parce que c'était ma série du confinement. Et ma série du confinement, c'était Community. Et Community, alors voilà, mais que tout le monde n'a pas forcément vu d'ailleurs. Et je trouve que Community est une série qui, en termes de créativité et vraiment d'inventivité, je trouve, est quelque chose qui a peu d'équivalent. Et en fait, pendant cette période de confinement où voilà, on était coincés chez moi avec ma femme, avec un nourrisson en plus, à cette époque, c'était pas forcément toujours simple. Et cette série a été une vraie bouffée d'oxygène, de folie douce et créative, et qui nous a fait vraiment un bien fou à l'époque. Et je trouve que c'est vraiment une série assez dingue, et sur un pitch pourtant assez inintéressant de base, en disant c'est des gens qui sont dans un community college et qui vont se retrouver pour faire un groupe d'études. On dit bon, ok, super. Et en fait, il leur arrive des choses tellement invraisemblables que c'en est assez génial. Donc voilà, c'était ma petite... Moi, je vais dire une série récente pour me faire plaisir, parce que je viens de finir Empathie, que vous avez peut-être vu. Et c'est vraiment très très bien. Voilà, je ne sais pas si c'est la meilleure série de tous les temps. Moi, je suis tombé amoureux du comédien qui joue le monsieur âgé. Ah ouais, génial. J'ai vu ça, touchant. J'en pouvais plus, quoi. Ah non, ça a été vraiment une belle claque de cette année, et je trouve qu'en plus, pour une série francophone, c'est vraiment extrêmement réussi, et je souhaite à tous ceux qui ne l'ont pas encore vu de foncer le regarder. Super. Ensuite, Donatien, le projet que tu aurais voulu produire, et Frédéric, celui que tu aurais voulu retrouver sur son bureau. Et qui n'y a pas été, et qui a été ailleurs, du coup. Ailleurs ou même en général, ça peut être, même si on parle de projet américain ou autre, hein, mais quelque chose que tu te serais senti de défendre en tant que conseiller. Oui, il y a une série il y a une série française de Netflix où je me suis dit, j'aurais aimé qu'on nous la propose. Je ne sais pas si on l'aurait faite aussi bien, mais c'est Tapi. Tapi, parce que je me suis dit que Tapi, il y avait quand même quelque chose qu'on aurait peut-être pu trouver. Et voilà, et Netflix l'a fait formidablement, et j'ai pas de... Voilà, mais je me suis dit, j'aurais aimé, parce que en tant il y a quelque chose d'une époque, en fait. Il y a quelque chose d'une époque, et qu'il y a un personnage qu'on l'aime ou qu'on le déteste, reste quand même un personnage assez fascinant et qui raconte effectivement une époque. Et en tout cas, je me suis dit, c'est intéressant justement d'arriver à raconter une époque à travers un personnage comme ça. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément fait récemment chez nous. Et je trouve que Tapi l'avait vraiment très très bien fait sur Netflix. Et je m'étais dit, je suis un peu déçu qu'ils n'aient pas pensé à venir nous le pitcher et qu'ils soient allés directement sur Netflix, même si je peux comprendre pourquoi ils l'ont fait. Mais voilà. Et moi, je vais dire Adolescence, une autre série récente que j'ai beaucoup, beaucoup appréciée, parce que je pense qu'il y a une ingéniosité dans cette série. Il y a plusieurs... Bah voilà, typiquement. Comment on dit ? On allie innovation et engagement dans cette série. C'est fou, admirablement. Je crois comme il retombe sur ses pieds, c'est formidable. Le pire maintenant, c'est qu'il s'autocite. Non, c'est vraiment au-delà de la prouesse technique de filmer en plan séquence des épisodes, moi, ça m'a fait découvrir un pan de la société que je comprenais pas et que j'avais pas, voilà, à travers quelque chose de très haletant, tout ce qui est les Red Pills, cette vision de la jeunesse, c'est quelque chose qui nous apprend énormément, qui nous happe totalement, donc je trouve que c'est une réussite totale. Vraiment, j'adorerais faire un projet aussi fort et en plus qui parle à énormément de gens. Et par ailleurs, je trouve que c'est un projet qu'on pourrait faire en France. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas sur Leftovers ou des séries que j'adorerais faire, mais cette série-là, c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment très réussi, d'avoir réussi à anticiper le projet pour qu'à l'heure actuelle, à l'heure où il sort, il soit d'une actualité aussi criante, c'est une vraie réussite. Je suis d'accord. Et pour finir, le dernier coup de cœur, et tout format confondu. J'ai déjà dit Empathie. Oui, c'est vrai, tu t'es grillé. Ça, je me suis grillé Empathie et Adolescence. Après, ça peut être un roman ou complètement autre chose, hein, si jamais.
En fait, même si je trouve qu'elle est un peu inégale, il y a une série que j'ai quand même trouvée assez marrante qui était The Studio sur Apple. Et en fait, je dis, et je ne me prends pas du tout pour Seth Rogen dans la série, mais il y a un épisode qui raconte le moment où, en tant que patron du studio, il va sur un tournage et où effectivement il emmerde tout le monde. Il emmerde tout le monde et il sabote les séquences. Et en fait, ça m'amuse parce que nous, quand on va sur un tournage en tant que conseiller de programme, évidemment, on n'a pas du tout le même pouvoir que Seth Rogen dans la série, mais il y a ce truc on incarne le diffuseur. Donc, et à la fois, les gens se disent, il a rien à foutre là, et en même temps, on peut rien lui dire. Et il y a ce truc et je trouve que l'épisode raconte ça de façon assez géniale, et que j'ai beaucoup ri en fait en voyant l'épisode, en me disant, c'est vrai que je me suis mis vraiment à la place d'une équipe de tournage en me disant, c'est vrai que c'est déjà tellement de gens, comme l'a dit Donatien, c'est quand même plusieurs. Enfin, encore là, c'est pas le même genre de tournage, mais il y a tellement de gens et que chaque personne a un rôle très précis que n'importe quelle personne qui ne sert à rien là-dedans est forcément en fait une gêne, un handicap, quelque chose de très pénible en fait. Et là-dessus, je trouve que l'épisode est vraiment parfait. Ouais, moi, non, j'ai pas d'idée particulière. Je vais dire Sévrance, même si tout le monde l'a déjà vu, hein, mais effectivement, c'était... Après, quoique la saison 2 est légèrement moins de saveur que la première, mais ça restait quand même sur un concept... Ah ouais, c'était incroyable. Sur un concept assez austère en plus, de créer cette atmosphère qui nous happe totalement. Oh, c'était... moi, après, voilà, je suis pas révolutionnaire dans ma proposition. C'est très bien. Eh bien, écoutez, on a passé un très, très agréable moment tous Merci ensemble. Merci Frédéric d'avoir accepté l'invitation et avec grand plaisir. De nous livrer quelques secrets de ce comité de conseillers de lecture qui parfois, pour certains auteurs débutants, peuvent être un peu brouillards. Oui, mais en sachant que, voilà, encore une fois, on n'est pas du tout... on est très accessible et très sympathique. et innovant. Et innovant. Maxence, merci encore d'avoir partagé ce moment au micro. Et Donatien, un grand merci à toi. Les gens ne savent pas, mais Donatien écoute le podcast depuis très longtemps et tu as toujours été très bienveillant vis-à-vis de notre travail. Et tu as organisé ce double épisode sur Meurtra avec beaucoup de joie et c'était très communicatif. Donc merci pour ta bienveillance. Merci à vous d'être venu et de venir à Fontainebleau faire un petit passage sur le tournage. Ah, c'est Fontainebleau où on est. Alors, je trouve pas ça innovant, c'est plus bienveillant, ça suffit. Bon, trêve de plaisanterie, merci à toutes et à tous de continuer à écouter ce podcast. Merci de nous projeter de plus en plus dans ce top 10% des podcasts les plus écoutés de France et ça, ça fait vraiment plaisir. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, que ce soit Deezer, Apple Podcast, ou j'en ai découvert une autre ce matin où on m'a dit, regarde, les vignettes n'apparaissent pas, donc on doit mener une enquête, c'est sur Pocket Cast. Alors, si tu es de Pocket Cast, que tu nous écoutes, pourquoi il n'y a pas les vignettes de nos épisodes ? Ça, c'est la question. Voilà, je lance un débat, allez insulter Pocket Cast, mais surtout, mettez-nous 5 étoiles. Allez, on se retrouve à bientôt. Et juste pour vous dire que dans la petite confidence, il y a peut-être d'autres aussi épisodes immersifs dans d'autres tournages qui se préparent. Mais ça sera une autre histoire. Bye bye.